Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Les Fameux, votre podcast favori pour aller faire vos 10 000 pas par jour. Aujourd'hui, on accueille Stéphane, que je vais laisser se présenter. Bonjour, moi c'est Stéphane du coup, 33 ans, papa de deux petits-enfants, je suis à mon compte, je suis artisan. Voilà, j'ai un passé de militaire et puis j'ai toujours baigné dans le sport. Voilà. Ok, simple, précis, efficace. J'allais dire, est-ce que toi, t'es prêt à bientôt arriver à la trentaine? Moi, Il y en a un qui l'a déjà dépassé, du coup. Ça va vite, Ça hein? fait quel effet, du coup? Pareil que Tout de pareil. 20 à 21, c'est... La même pêche au sport et Oui, tout? exactement. Ouais. Bon, bah, tu vois. oui, La belle vie à la trentaine. mais bien sûr. Parce Oui, qu'il y en a un, il a 30 ans dans quelques jours, là. ouais. Bah, au moment où sortira l'épisode, j'aurais Ah, déjà Ouais. eu 30 ans. ah. Ouais, ça change rien. Ouais, c'est l'occasion de faire la fête, c'est tout. Voilà, exactement. Du coup, tu nous as parlé artisan, Hmm, militaire. hmm. C'est quoi un petit peu ton déroulé? Comment s'est passée ta vie? Par quoi t'as commencé? Alors moi, au niveau professionnel, du coup, j'ai toujours été attiré par les pompiers. Donc j'en ai fait mon métier à 18 ans. Je suis rentré dans l'armée, chez les pompiers de Paris. Et puis ensuite, j'ai fait 7 ans. Et puis j'ai terminé cette période dans l'armée. Et du coup, je suis devenu derrière, dans la suite, artisan. Donc dans tout ce qui est destruction des nids de guêpes, frelons. Je fais de la formation incendie. Voilà un petit peu la transition entre les pompiers et l'artisanat. Yes. Et du coup, concrètement, c'est quoi qui te plaisait dans le métier de pompier? Est-ce que c'est une vocation que tu as toujours eu petit? Ou c'est venu parce que tu as eu un mentor, tu as découvert quelque chose? Comment c'est venu la passion pour les pompiers? Moi, c'est un peu les deux. Forcément, c'était de la vocation, et puis après, tu te trouves des mentors et tu veux forcément un peu leur ressembler, et donc du coup, tu t'accroches à ça, quoi, tout simplement. D'accord. Et du coup, c'est quoi le process rapidement, si tu veux pas forcément trop rentrer dans les détails, mais pour pas gravir, mais du coup pour te diriger vers pompier pro, qu'est-ce que tu dois passer comme test? Est-ce que c'est facile, difficile? Est-ce qu'il faut faire une grosse prépa? En fait, donc, tu as les pompiers professionnels, tu as les pompiers militaires, c'est deux catégories différentes. Donc, pour rentrer chez les pompiers de Paris, c'est les pompiers militaires. Donc, en fait, c'est des tests communs qui sont communs à l'armée de terre en général. Donc, tu rentres dans l'armée de terre, et ensuite, tu choisis d'aller dans les pompiers de Paris. Donc, c'est assez sélectif en fonction, on va dire, des relations humaines. C'est-à-dire que tu as certains moments où ça va être très très sélectif, d'autres où ça va être un peu moins parce qu'ils ont beaucoup de monde. Moi, quand je suis passé, c'était un peu sélectif quand même. Donc, tu as des tests sportifs, des tests psychotechniques, du maths, français, voilà. Et à l'issue de ça, tu as 6 mois de formation dans une école militaire. Et quand tu ressors, tu es donc pompier de Paris. Voilà. Ok, et du coup, t'es allé où toi pour faire ta formation militaire? Donc, du coup, la formation pour les pompiers de Paris, elle était à Villeneuve-Saint-Georges. C'est un château dans lequel tu es D'accord. enfermé pendant 6 mois. Tu sors pas. Il est stylé le château au moins ou pas? Non, pas du tout. T'as pas d'eau chaude, t'as rien. Mais bon, À la dure un peu? c'est un peu à la dure, mais ça fait justement partie de la rusticité du truc, et c'est sympa. T'apprends à te connaître aussi un peu à travers ça, quoi. Et du coup, dans ce château, ça se passe comment? Il y a autant d'hommes que de femmes? Non, Ou non, c'est... non, pas du tout. Il y a alors, enfin, à l'époque où je suis rentré, il me semble, je crois qu'il y avait 3% de femmes chez les Ah ouais, pompiers de Paris. Donc, non, non, c'est vraiment il y a minime pas quoi. de femmes, quoi. Non, non, quasiment Et pas au de jour femmes. d'aujourd'hui, ça évolue un peu? Guerre plus, guerre plus. Peut-être un petit peu, mais parce que de toute façon, ça va avec la société où on essaye un peu de tout équilibrer aussi, mais je pense qu'il y en a pas plus que ça. Puis c'est compliqué, hein. C'est quoi qui fait qu'il n'y en ait pas plus? C'est par exemple, les tests sportifs, c'est égal? Que tu Alors, sois un homme ou une femme, c'est les non, mêmes tests? non, non, c'est pas égal, mais ça reste quand même difficilement accessible, je trouve, pour une femme. Enfin, après, à condition qu'elle s'entraîne et compagnie, bien sûr que si, il y a pas de souci. Mais c'est quand même, on va dire que c'est quand même assez élitiste, et du coup, ça complexifie quand même le recrutement, je trouve, pour les femmes. Ouais. Et puis après, de manière générale, la vie d'une femme, c'est pas la même que celle d'un homme. Je veux dire, une femme, elle va tomber peut-être enceinte à 25, 26 ans. Donc du coup, il y a des perspectives de carrière qui sont peut-être pas envisageables et qui n'attirent peut-être pas les femmes à aller dans ce genre de corps, je pense. Ouais, puis c'est peut-être plus un corps de base, on va dire, pour les garçons, tu vois. Quand t'es petit, Ouais. t'as plein de garçons, ils disent, ah Mm. ouais, moi j'aimerais bien être militaire, gendarme, Mm.
pompier, les petites filles, c'est peut-être moins Oui, leur oui, délire, oui, tu vois. exactement. Après, tu vois, jusqu'en 2002, il n'y avait pas de femmes. Il y avait 0 femmes, quoi. Donc voilà, on va dire que ça reste encore assez nouveau, quand même, dans le milieu. Mais Ok, ça veut dire ok. que ça évolue quand même dans ce sens-là, un petit peu, Oui, oui, bien sûr. d'intégrer. Ouais, Après, au ouais. niveau des volontaires, t'as beaucoup plus de femmes, par Ah contre. oui, oui, oui. Là, par contre, il y a beaucoup plus de femmes et puis ça tourne très bien et chacun trouve sa part et c'est très bien. C'est très, très bien. Cool. Et du coup, pour les gens qui nous écoutent, puis même pour nous, pour apprendre, c'est quoi les grandes lignes des tests sportifs? Alors, tu as un petit peu on va dire, de tous les items. Tu vas avoir une partie, par exemple, membre supérieur. Tu vas avoir test de traction. Une partie endurance cardio-respiratoire. Donc là, tu vas être plutôt sur un test de course à pied, donc de lutte léger. Tu as de la natation. Après, tu as un parcours d'aisance. Donc, le parcours d'aisance, ça sert plutôt à voir ta mobilité, ton agilité. Donc, courir sur des poutres, sauter dans des En mode un peu cerceaux. koh. Ouais, voilà. Bon, ça reste quand même accessible, hein. Mais voilà, tu as, un petit peu testé sur, on va dire, sur tous les aspects physiques. T'as pas uniquement de la musculation. Non, non, faut être complet, quoi. Voilà. Ok. Et les tractions, pour avoir une ordre d'idée, c'est combien de tractions qu'il faut passer? Alors, les tractions, si tu veux avoir une chance de pouvoir être recruté, chaque corps dans l'armée fixe, en fait, on va dire, ses prérogatives. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui est dans l'infanterie va peut-être devoir faire 10 tractions. Chez les pompiers de Paris, ils voulaient minimum 20 tractions pour pouvoir rentrer. Voilà, en pronation. Et le fameux test de la planche. Et la planche, ouais, alors la planche, c'est à la fin de l'instruction, où en effet, c'est un petit peu le test ultime pour savoir si tu es apte physiquement à partir en compagnie. Donc la planche, c'est une planche qui est située à 2,20 m de hauteur et sur laquelle on doit pouvoir être capable de remonter en tenue de feu uniquement avec les bras. Voilà, c'était un test un peu ancestral, mais qui est resté par tradition un test, voilà, un test clé du corps de pompier, quoi. Mais en vrai, 20 tractions, en plus, je suppose que c'est des tractions strictes. Ouais, ouais, c'est traction stricte. Il faut déjà avoir une bonne condition, il Oui, faut oui, avoir oui. bossé le mouvement pendant pas mal de temps. Oui, c'est pas au hasard. Je veux dire, les gens Ouais. qui rentrent, c'est pas un hasard, quoi. C'est- Au jour d'aujourd'hui, tu les passes toujours? Ouais, ça bouge pas. Excellent. Et du léger, c'est palier combien? 12. Palier D'accord. 12 pour. Ouais. Ok, ok. Mais ça fluctue un petit peu, comme je te disais, en fonction des périodes de recrutement. Hmm. Ça peut être des fois du 10, mais grosso modo, il faut faire un 12, quoi. Ok. Et tu as une idée de, par exemple, une femme qui veut rentrer, combien Ouais, elle devrait faire de traction? ouais, Luc ouais, ouais. léger? Alors pour les femmes, c'est pas du coup un nombre de tractions, c'est une traction statique. Donc en fait, elles montent menton au-dessus de la barre. Isométrie, sans Voilà, bouger. et elles doivent rester de mémoire, je crois que c'était 30 ou 40 secondes. Voilà, Ok, mais du coup, une seule rep, elle une seule reste en rep. haut en Ouais. ISO. Mm. Ok. D'accord. Voilà, et C'est Luc pas mal Léger, déjà, hein. ah bah, alors moi je trouve ça presque plus dur que les tractions. Enfin, peut-être parce que du coup je me suis pas entraîné de cette manière-là, mais Hmm. quand je fais une traction isométrique, je me dis putain, vite, il 30, faut que ça tourne là. ouais, 30-40 secondes, Ouais, ouais, c'est court, mais ça ça peut être pique, très ouais. long en effort, Ouais, hein. carrément. Ouais, Après, je pense, ouais, c'est pas le même régime de contraction, donc ouais, ça dépend si tu t'es entraîné pour ça ou pas, mais ouais, c'est quand même costaud. Ouais. ouais, ouais, c'est costaud, ouais. Ouais, ouais. Ok. Voilà. Et Luc léger, t'as une idée? Luc Léger, je crois que c'est un palier 8, 7 ou 8 qu'elle doit faire, il me semble. Je D'accord. peux pas trop te dire parce que j'ai plus trop le souvenir. Ouais, Mais c'est de pour, mémoire, c'est c'est pour avoir une c'est ordre ça, d'idée. quoi. Voilà. Et du coup, toi, quand t'étais en caserne, vous êtes emmené à faire beaucoup de sport en interne? En caserne, tu fais 2 heures de cardio le matin. Donc en général, ça se combine soit sous forme de crossfit, mais on va dire que 95% du temps, c'est de la course à pied, du fractionné. Donc tu as 2 heures de fractionné de 8 heures à 10 heures le matin, ou d'endurance foncière. Donc on part faire 12-13 km. Et le soir, tu as 2 heures de gym ou musculation. Donc gym, c'est vraiment gym au sens la discipline, quoi. Barre fixe, barre parallèle, sol, voilà. Ou musculation. Et ça, c'est dicté, c'est emmené par une personne spécifique, ou c'est un peu à la carte? Non, c'est le chef de garde qui organise les séances. Donc toutes les séances sont, entre guillemets, cadrées, élaborées. Il n'y a pas de libre arbitre, en fait, quoi. Voilà. Ok. Ça t'aurait branché, toi, d'être pompier? Non. Non. Non, parce que bah, mon père a été pompier pendant plus de 30 ans volontaire. Tu l'as d'ailleurs très bien connu.
Et moi, j'en ai beaucoup trop souffert étant petit. J'avais la fierté de dire mon papa, il est pompier. Mais sauf que mon papa était jamais là. Donc, Oui, ce côté-là, je peux complètement le comprendre. mais du coup, ça m'a dégoûté des pompiers. Mais le métier en lui-même, si tu enlèves cette partie-là, Non, ça m'a... En fait, ça m'a trop occulté, ça m'a trop... Ouais, ça m'a trop frustré, en fait, de me dire, moi, les pompiers m'ont volé mon père. hmm. Ah Donc, bah, en fait, si tu veux, j'ai un regard qui est biaisé sur les pompiers. Bien sûr que quand je vois un pompier, je suis fier. Quand j'ai toujours été fier de dire que mon père était pompier. Mais sauf que bah, dans les 15 premières années de ma vie, mes compétitions de sport, mon père était jamais là. À l'école, il était jamais là. Le week-end, il était jamais là. Il était toujours la nuit, des fois, il partait comme ça. Le matin, tu te lèves, bah, ton père, il est pas là parce qu'il est parti en intervention. Il partait en feu de forêt pendant, à l'époque, aujourd'hui ça se fait plus, mais à l'époque, il partait pendant 7, 8, 9, 10, 12 jours des fois d'affilée, où il restait sur le feu. Pendant 10 jours, 12 jours, tu vois pas ton père et en plus, tu flippes qu'il rentre pas du tout à la maison. Ça, quand t'as 7, 8 ans, à vivre, tu vois, j'en ai encore les larmes qui montent, c'est ultra chaud, tu vois, dans la vie de famille. Pompier, tu donnes toute ta vie aux pompiers, mais derrière, ma mère et moi, on a ultra souffert. Moi, derrière, tu vois, aller à la caserne et tout, j'aimais bien ça, j'aimais bien l'ambiance qu'il y avait à la caserne. Mais de là, à moi, franchir le cap, ils ont essayé 1 milliard de mais ouais, fois de je me me doute. recruter. En me disant, surtout que mon père faisait partie des pompiers, c'est pas parce que c'est mon père, mais il faisait partie des pompiers les plus investis de la caserne au moment où il y était. Je pense que tu peux confirmer. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça, c'était une fierté pour moi, encore une fois, mais j'en ai tellement souffert et j'ai tellement apprécié tous les moments qu'on a rattrapés ensemble avec mon père quand il a arrêté les pompiers que moi, de moi-même, j'ai un regard trop biaisé sur moi m'investir dans les pompiers. Après, je suis resté dans le domaine du service à la personne, dans le sens où j'ai un métier où voilà, je suis dans le médical. Donc j'ai gardé, je pense, un peu cette part de être au service alors, je sauve pas des vies, loin de là, mais être au service et améliorer la vie des gens et ce côté humain, je pense que ça, des pompiers, je l'ai gardé. Le côté formation, mon père a fait énormément de formation. Aujourd'hui, je fais aussi de la formation dans ce domaine-là, enfin pas dans les pompiers, mais je fais aussi de la formation où il m'a apporté énormément de clés au moment où j'ai commencé à faire de la formation. Donc ça, je pense que les pompiers, le fait que mon père ait été pompier a joué énormément dans ma vie aujourd'hui. Mais par contre, moi, être pompier, non, je pourrais pas. Du coup, au jour d'aujourd'hui, tu lui en veux? Non, je lui en veux pas parce que chacun sa vie déjà, chacun ses choix. Je lui en ai voulu quand j'étais plus jeune. Après, j'avais pas non plus la haine contre mon père et j'avais quand même cette fierté de me dire, il est pas avec moi, mais c'est pour sauver des vies. C'est pour sauver des maisons, c'est pour sauver des forêts. Donc tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui est pas là pour toi égoïstement, alors que en fait il donne énormément de vie et qu'il y a peut-être des gens qui sont encore en vie aujourd'hui parce que mon père a intervenu à tel moment. Enfin, comme tous les pompiers, c'est pas parce que c'est mon père, hein, mais donc tu peux pas lui en vouloir. Mais de l'autre côté, je suis content qu'il rectifie le tir après. Ok, parce qu'il a fait ça pendant combien d'années? 30 ans. Il a fait ça pendant 30 ans et donc moi moi j'en ai souffert entre guillemets pendant une quinzaine d'années. Il a arrêté les pompiers, ouais, j'avais entre 14 et 15 ans. C'est quoi? C'est parce qu'il a eu un déclic? Il a eu un déclic, il a eu un ras-le-bol, il a eu plein de choses, il a eu la santé qui a commencé à décliner, il y a plein de choses qui se sont mises en place, qui sont faites au même moment. Et oui, il est arrivé à un moment où bah, quand tu passes toute ta vie au même endroit, bah, d'un moment, t'en as marre. Et il a fait un burn-out au boulot, il a fait un burn-out des pompiers, et tout s'est déclenché à ce moment-là, où il a eu des grosses blessures, etc. Et bon, il y a tout a été il a changé de vie à ce moment-là. Donc, Et ouais. toi, du coup, Stéphane, par rapport à ça, toi, t'as déjà eu des doutes de te dire j'arrête? Ah oui, oui, complètement. Oui, oui, oui. Bah, j'ai même arrêté 1 an, en fait, quand j'ai quitté les pompiers de Paris. J'étais toujours pompier volontaire ici. J'ai arrêté une petite année parce que plus trop en phase sur certaines choses et puis le fait de passer
d'un statut un peu militaire à autre chose, et ben, il faut aussi te réadapter, et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, ouais, il y a eu une petite année où bah, en fait, ouais, j'ai posé, quoi. Mais c'est nécessaire, hein. C'est nécessaire, je Mais pense. quand t'as posé, t'avais dans l'idée de reprendre derrière ou tu savais pas trop? En fait, tu vois, Gaëtan, il disait un truc tout à l'heure et je trouve ça super juste. Il a dit, moi, je suis pas pompier, mais j'ai cette fibre-là d'aider les gens. Et en fait, je le rejoins dans la mesure où c'est une vocation, c'est quelque chose que tu as dans le sang. Et en fait, tu peux pas lutter contre. Et en fait, moi, quand j'ai arrêté, je voyais des camions passer dans la rue. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Je suis pas, Tu te sentais pas à ta je me place? sentais pas à ma place. J'ai dit, c'est quoi ma vie? C'est de le dimanche, c'est quoi? C'est d'aller m'asseoir en dessous d'un arbre, de faire un pique-nique? Non, c'est pas ça. Donc après, tu chasses le naturel, il revient au galop. Donc j'ai pas hésité très longtemps en fait. Voilà. Et puis ça m'avait permis aussi cette année de faire un peu le point sur moi et de me dire bon, ok, t'as connu ça, ben, maintenant ça c'est fini, il faut aussi te réadapter à autre chose. Et puis ben, tu te remets un peu dans le moule et puis ça se fait. Et du coup, je fais une transition, mais est-ce que du coup, c'est pendant cette année-là où ça a mûri la réflexion de te lancer dans l'entrepreneuriat ou c'est venu après? Cette année-là, en fait, ça t'a été bénéfique sur quels aspects? En fait, oui, entre guillemets, en fait, cette année-là, donc cette fameuse année, quand j'ai quitté les pompiers de Paris, j'ai été pompier sur un centre qui fait de la recherche. Et en fait, bah, je trouvais pas ma place dans la mesure où bah, je m'ennuyais un petit peu, tu vois, au niveau charge de travail et compagnie, j'étais pas dedans, quoi. Donc j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire en étant seul. Et est venue l'idée, donc, du coup, de travailler dans l'entrepreneuriat, et j'ai développé ça à ce moment-là. Voilà. Ok. Et l'entrepreneuriat, du coup, c'est vraiment, t'avais envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu savais pas dans quelle branche, ou t'avais toujours cette petite idée de, bah, dans la branche dans laquelle tu te situes au jour d'aujourd'hui? Ouais, bah là, il y a un petit lien en fait entre les pompiers et tu vois, tout ce qui est intervention un peu urgence, les nids de guêpes, les nids de frelons, tout ça, voilà. Donc c'est un peu comme ça que j'ai été amené à travailler là-dedans. Et puis ensuite, du nid de frelon, je suis passé aux punaises de lit. Enfin, tu vois, j'ai emprunté la branche jusqu'au bout, entre guillemets. Et donc du coup, après, je me suis diversifié dans cette branche-là. Mais c'est ça qui m'a conduit à la base. À la base, c'est un peu les pompiers qui m'ont conduit au final à être dans la branche dans laquelle je suis aujourd'hui. Et dans la formation incendie, bah là, c'est typiquement les pompiers, quoi. Ouais, Donc complet. voilà. Et du coup, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, concrètement, là, toi, c'est quoi, une entreprise, une société? Une société, ouais. Du coup, ta société, elle a quoi réellement comme activité? Tu traites quoi Donc je vraiment? fais tout ce qui est nid de guêpe, nid de frelons, les punaises de lit dans les hôtels, en fait tout ce qui relève de l'ordre du nuisible. Et j'ai une seconde activité au sein même de la même société, parce qu'on peut avoir plusieurs activités dans une société. Donc je fais de la formation incendie, donc dans les établissements recevant du public, je fais de la manipulation d'extincteurs, formation à l'évacuation des locaux, voilà. Donc tout ça c'est au sein de la même société. Ok, quand tu fais de la formation incendie, c'est quoi? C'est une formation une fois par an? Ça se Alors, passe comment? oui, en fait, si tu veux, tu as une obligation légale que les employeurs, enfin, oui, que les employeurs ont, c'est de former leurs salariés à la formation incendie au moins une fois dans l'année, enfin 2 fois dans l'année. Et donc, du coup, à ce titre-là, ils peuvent leur faire de la manipulation d'extincteurs, voilà, tout ce genre de choses. Donc, moi, c'est des prestations que je propose aux entreprises, dans les hôtels, dans les usines, dans les super U, enfin, voilà, dans la grande distribution, voilà, de partout, tu as du monde. Et du coup, t'as un référentiel Calliope ou pas? Alors non, parce que en fait, la formation incendie, c'est une obligation de l'employeur. Ouais, Donc du coup, c'est une formation en fait qui nécessite pas Calliope. Voilà. ok, C'est une des seules formations. Ça et le sauveteur secouriste du travail, c'est une des seules formations qui ne nécessite pas de détenir Calliope. ok. Et tu l'as fait du coup la seconde formation? Sauveteur secouriste du travail, bah, c'est en cours. Je suis en train Ok, de passer ce qu'il faut pour pouvoir ok. l'enseigner. Ouais, C'est quoi, projet pour l'année à venir? ouais, c'est le projet 2025. Ouais. Ouais, ouais. Ok, cool. Et du coup, ça, c'est quoi? C'est des formations un peu longues? Comment ça se passe? Bah, tu as une formation de formateur, du coup, parce que tu vas être formateur, donc qui dure une semaine. D'accord. Et en fait, tu apprends ni plus ni moins que les gestes de premier secours dans l'entreprise. Tu apprends aussi les gestes et postures, comment éviter tout ce qui est troubles musculo-squelettiques dans une entreprise. Donc voilà, comment porter une charge, enfin voilà, Ça te Bonjour. parle? des mouvements répétitifs, enfin voilà, tout ça quoi.
Voilà. Donc c'est certainement pas du niveau d'ergothérapeute, mais c'est, je pense, donner quelques notions. Voilà. Non, mais je te donnerai quelques tips si tu veux. Ouais, voilà, carrément. Je suis preneur du coup. Moi, Stéphane, je voulais savoir, tu sais, moi, vu que je kiffe le sport, la muscu, qu'en plus c'est mon boulot, savoir un petit peu comment tu travaillais tes séances. Toi, quand tu vas à la salle, est-ce que tu as un programme un petit peu adapté à toi, ou tu fais un petit peu au feeling, comment tu t'entraînes? Bah alors j'ai eu on va dire, du très cadré avec du programme et ce genre de choses, quand j'étais dans l'optique progression, on va dire. Maintenant je suis un petit peu plus au feeling, sachant que même en restant au feeling, j'essaye quand même de me mettre toujours un peu dans le rouge, parce que je pense que la séance elle est réellement bénéfique à partir du moment où quand même tu dépasses certaines limites. Si tu restes toujours dans une zone de confort, je pense qu'il n'y a pas forcément. Enfin, il y a forcément du bénéfice, mais pas autant qu'en te mettant un petit peu dans le rouge quand même. Donc, tout en restant vachement aléatoire, ça m'empêche pas de me mettre dans le rouge. Ok, donc par exemple, tu arrives à la salle, tu sais pas vraiment trop ce que tu vas faire en ce moment, tu adaptes un petit peu suivant tes envies, suivant... Bah, disons que je sais ce que je vais faire, D'accord, mais donc quand j'arrive, je sais ce que je vais faire, mais j'ai pas sur une semaine un programme ok, préétabli à me dire, ah bah tiens, lundi je vais faire ça, mardi je vais hmm, faire ça, voilà. Puis après, quand tu as une vie de famille, tu jongles un peu avec ça aussi, donc tu yes, t'adaptes forcément à tout ça. Mais par contre, on se met toujours un peu dans le rouge, pas trop rester dans la zone de confort. ok. Et ça serait quoi les exercices ou les mouvements qui te sont bénéfiques, là où tu prends le plus de plaisir? Alors là où je prends le plus de plaisir maintenant, parce que ça n'a pas toujours été le cas, c'est quand je vais faire des séances polyarticulaires, donc où je vais travailler du membre inf, du membre sup, du cardio en même temps, donc des séances qui sont parfois très courtes, mais assez intensives. Et en fait, c'est là où, en sortant de la séance, j'ai le plus de sensations, ou le lendemain, j'ai le plus de courbatures. Donc c'est là où j'ai au final le plus de plaisir maintenant à travailler. Donc tu fais quoi sous forme un peu de circuit full body? Et ben, un exemple, des fois je Hmm, fais des séances de 20 minutes, pas plus. Mais sur 20 minutes, je vais me faire sans traction, sans pompe, sans squat en 10 minutes. Et puis je vais avoir 10 minutes à plat ventre par terre, mort, je récup, mais au final très rapide, où je fais des circuits où j'enchaîne une traction, une pompe, un squat, 2 2 2 3 3 3 en pyramidal, ce genre de choses. Et au final, très efficace. Et Donc tu voilà. continues à faire pas mal de poids de corps. Oui, 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 je continue à faire pas mal de poids de corps. Et puis je fais toujours de la fonte aussi. Je fais ce genre d'exercice avec de la fonte aussi. Donc des fois, je fais de l'exercice chargé avec très peu de temps de récupération. Et, euh, et ça va très très bien. Très, très bien. Et du coup, tu t'échauffes quand même quand tu fais des séances comme ça ou pas? Oui, je fais toujours un petit peu d'échauffement. Alors après, c'est quand même un type de séance, je trouve, où, mine de rien, ton échauffement se fait dans le corps même de ta séance. Quand je fais par exemple du pyramidal, tu commences par un mouvement, un mouvement, un mouvement, deux mouvements, deux mouvements, deux mouvements. Donc au final, je trouve qu'il y a une sorte de mise en tension progressive des fibres musculaires et Mm. puis même des articulations. Donc au final, je me suis jamais fait mal de cette façon-là. Mm. Là où je me suis fait mal, c'est vraiment avec des charges lourdes, en fait, quand je regarde. Ouais, ce que Sur... j'allais dire, de manière générale, quand tu travailles au poids du corps, bon, pour te blesser, il faut Ouais, vraiment soit que t'aies pas dormi, soit que Être t'aies fatigué vraiment un problème nerveusement. articulaire. ouais, ouais, Mais sinon, en général, les blessures, c'est quand bah, il y a de la charge et que tu n'y es ouais. pas allé progressivement et que tu n'as pas la bonne technique. Mais toi, en plus, qui as toujours fait des tractions, des pompes, des squats, Hmm. bon, pour toi, tu es à l'aise, tu vois, sur ces mouvements-là. Ouais, bien sûr. Après, bien sûr, qu'il y a une personne qui nous écoute, qui a jamais fait de traction, qui a jamais fait de pompe, ou qui a jamais fait de squat, bon, D'où la voilà. précision. On va Ah peut-être lui oui, demander oui. de faire un peu d'isométrie, on revient tout à l'heure, mais, ou autre chose, mais ouais, Non, mais c'est que voilà, toi, tu as une condition physique et tu as une connaissance. Quelqu'un qui se mettrait au sport aujourd'hui dirait bah, je vais faire la même séance. Non, non, ouais. Peut-être pas la Ouais, meilleure des c'est vrai. choses à Ne faire partez pas sur sans traction, sans pompe, sans squat, pas tout de suite. dans 2 mois. Ok. Et du coup, après, en parallèle, je sais que tu t'es un peu initié au sport de combat. Ouais, ouais, tout à fait. Raconte-nous ça un peu. Bah, en fait, le sport de combat, j'en ai toujours fait. Parce que j'ai commencé par le judo à l'âge de 9 ans, ou 8 ans même. J'en ai fait jusqu'à 21 ans, 22 ans. Donc j'ai toujours fait des sports de combat. Quelle ceinture du coup? Ceinture noire.
Après, j'ai eu une pause pendant ma période d'armée, parce que je voulais absolument pas me blesser, puis très honnêtement, j'avais plus le temps. Et là, depuis quelques temps, je me suis remis gentiment au MMA, tu vois. Donc, Gentiment. oui, c'est un club loisir, hein, tu sais. J'ai Donc, pas envie de me blesser, donc Le MMA, gentiment. non, non, mais c'est un club loisir. Ouais. Très honnêtement, j'avais aussi un peu cet a priori-là de je vais me faire mal, et pas du tout. Mais on est d'accord que t'en avais jamais fait. Du MMA, non. Bah, du coup, du judo, oui, mais MMA, enfin tout ce qui est boxe et tout, c'est une pure découverte. Donc, des fois, je prends un peu cher. Mais, euh, mais c'est vraiment une pure découverte. Et c'est un club loisir, et ça, c'est super bien. Je voulais pas rentrer dans un truc où tu fais une séance, et puis à l'issue de ta séance, tu te demandes pourquoi tu es venu faire du MMA, quoi. Bon, là, à chaque fois, c'est bien adapté au niveau. C'est très très bien. Pas de blessures, pas de bobos, pas de gens qui exagèrent sur les coups. Bon, c'est très bien. Ok, c'est quoi que tu préfères dans ce sport? Le côté un peu lutte, la boxe, le côté... Ben, du coup, pour le coup, un petit peu la boxe là, parce que du coup, j'ai quand même pas mal de notions en lutte, tu vois, combat au sol, projection, de par le judo. Et donc, du coup, ben là, je me découvre un petit peu dans la boxe. Donc, bah, c'est cool. Et puis après, enfin, concrètement, ce que j'aime bien, c'est la mixité en fait de tout ça. C'est que bah, tu joues avec tout ça et il faut être capable de passer de l'un à l'autre très rapidement. Et du coup, d'un point de vue cardio-musculaire, c'est ultra complet et moi, ça me convient parfaitement. Ok. Et du coup, quand tu vas à la salle, t'adaptes un petit peu tes séances en fonction pour progresser dans ce sport-là ou non, pas Non, forcément? pas du tout. Pas du tout, pas Ouais. du tout. Non, Ok. non. C'est deux choses bien distinctes. J'ai vraiment pas de, comment dire, j'ai pas d'objectif dans ces sports de combat-là, donc ça reste vraiment du pur loisir et puis c'est tout. ouais, mais d'un autre côté, vu que tu as des séances très complètes sur un sport très complet, au final, ça va quand même dans le même Oui, sens. oui, ça va dans le même C'est... sens, mais si tu veux, l'optique n'était pas Oui, dans voilà, de me rendre plus performant au MMA, donc c'est vraiment, c'est vrai que c'est similaire, hein, mais il n'y a pas d'optique de progression. ouais. Voilà. Oui, tu vois, ils pourraient optimiser, faire vraiment des mouvements pour progresser Oui. après dans le sport et tout ça. Mais bon, voilà, tu veux que ça soit deux choses bien distinctes. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Et du coup, ça fait combien de temps que t'en fais? Bah là, c'est la deuxième année, là. Ok. Ouais, c'est la Et deuxième année. tu vois des progrès? Ouais, un petit peu sur la boxe. Sur la boxe, je vois que eh ben, je prends un peu moins de coups, donc déjà ça c'est significatif. J'en donne un peu plus, donc ça c'est aussi significatif. Et moins d'appréhension du coup. Donc oui, il y a une forme de progrès. Après, la fréquence d'entraînement, elle est pas soutenue. Tu vois, je suis à une séance dans la semaine quand je peux y aller, parce que Hmm. des fois tu as le boulot, tu as les enfants. Donc au final, tu peux pas progresser en t'entraînant. Enfin, tu progresses un minimum, mais tu peux pas progresser sérieusement en te mettant une séance de MMA dans la semaine. C'est Oui, ça pas te fait vraiment un sport découverte, quoi. exactement, exactement. Ouais, c'est le sport où tu te vides la tête et... Tu t'y mets Ah toi oui, au oui, MMA ou pas? complètement. Non, moi je l'ai... Alors on a fait du judo ensemble Bah pendant de oui, oui, nombreuses oui, années. oui. Alors j'adorais le judo, mais après les sports de combat en eux-mêmes, ça m'a jamais attiré d'aller taper l'autre en face. C'est bête, hein, mais dans le judo, ce que j'aimais, c'était la discipline que ça apportait, le dépassement de soi que ça t'apportait, la technicité. Alors, dans les MMA, t'as énormément de technicité aussi, mais ça t'apportait un peu cette technicité, cette canalisation, cette respiration, c'est tous les arts martiaux, en fait, ou cet art de combattre avec dignité et aisance, sans faire un coup bas, sans... Ça, je trouvais ça magnifique. Mais tu vois, par contre, le côté compétition, je l'ai assez rapidement arrêté parce que moi, j'ai trouvé aucun intérêt dans ma Hmm. façon de voir les choses et moi, dans mon être, dans la façon dont je vivais dans la façon dont je vivais le sport. Bah, travailler la technique, aller à l'entraînement, faire des combats à l'entraînement pour, oui. À la limite, les katas je suis jamais arrivé jusqu'au kata parce que je me suis arrêté à la ceinture bleue, mais je pense que les katas m'auraient énormément plu. Alors que la compétition, j'ai très vite arrêté parce que ça me gavait en fait. Ouais, mais est-ce que c'est pas que dédié au sport du judo? C'est peut-être toi, en tant que personne, qui a pas trop l'esprit compétitif dans un sport, non? Ah oui, non, mais totalement. Alors, je peux avoir l'esprit compétitif, mais pas tout seul. Sport en équipe? Ouais, par exemple, je faisais du rugby, Ouais. là oui. Mais parce que c'était, je vais aider les petits copains pour qu'on y aille et qu'on aille au front. Parce qu'après, ça, c'est des tempéraments, hein. Ouais. Ah oui. Et après, moi tout seul, j'ai jamais eu le tempérament, mais même dans la vie, j'ai jamais eu le tempérament de dire je suis meilleur que toi.
C'est, moi, je sais faire ça, toi, tu sais faire ça aussi. Si on se met ensemble, on peut peut-être aller plus haut tous les deux. Mais j'ai jamais eu cette vocation de dire t'es une merde, je suis meilleur que toi, ou viens, je vais te montrer que. Et quel que soit le domaine. Ouais, mais tu vois, il y a des gens, c'est vraiment leur tempérament. Par exemple, ils vont faire une partie de cartes, Ouais. ils vont jouer leur vie. Et oui. Alors que moi, je gagne, je perds. Bien sûr, je suis comme tout le monde, je serais plus content si je gagne. Ça te valorise, ça nourrit ton ego. Mais en soi, je vais très vite passer à autre chose, et puis bah, si je gagne pas, c'est pas grave. Du moment que j'ai joué, que je vais donner le meilleur de moi-même. En fait, je suis plus dégoûté quand j'ai pas pu donner le meilleur de moi-même. Genre, je supporte pas l'injustice dans un jeu. Genre, si j'ai perdu parce que les conditions du jeu ont fait que j'ai perdu alors que j'aurais dû gagner, là, ça me fout les boules. Par contre, si j'ai perdu parce que la personne en face de moi est largement meilleure, respect. Y a pas de souci, je suis même content pour toi que t'aies gagné parce que clairement, t'es meilleur que moi. Tu vois? Ouais, moi, pour la petite histoire, petit, ado, et ouais, je pense qu'à la vingtaine, j'étais full compète. Ouais. Et maintenant, tu vois, ça, petit à petit, ça. T'as mûri. Ouais, je sais pas, mais. Ou c'est peut-être tout simplement parce que je fais plus du tout de compète, tu vois. Bah, bien, oui, Mais- mais... attention, oui. Quand je faisais énormément de compète en natation ou quoi, après, tout le reste à côté, ça suivait. Mais après, Tu vois, tu mets ton cerveau en mode compète tout le temps. Je T'es joue, obligé. je joue aux cartes, tu joues au baby, tu joues au billard, tu veux tout gagner. Et puis après, je sais pas, ça passe un petit peu, mais Ouais, c'est un état d'esprit, je pense, la compétition, plus que. Ouais. moi je pense que j'ai tellement baigné dans la compète petit, et qu'après c'est. En plus, la natation, c'est un peu un sport bon, ingrat, puis tu te bats face à un chrono, tu vois. Donc t'es obligé de te. Il y a personne qui va t'aider, tu vois. T'es sur Ouais. ton plot et c'est toi vs le chrono. Du coup, Ouais. t'es obligé un peu de te matrixer le cerveau à te dire, pas t'es le meilleur, mais tu vas donner le meilleur de toi-même et par contre, les autres, faut les manger, quoi, tu vois. Parce qu'il y a le chrono, mais il y a aussi la place. Donc ouais, c'est peut-être un mindset aussi, tu vois. Ouais, bah oui. Oui, parce que moi j'ai un peu les mêmes conditions au tir à l'arc. Où t'es toi avec ton arc, ta flèche et ta cible. Où il faut se rapprocher le plus du jaune et il y a personne qui va venir tirer la corde pour toi ou redresser ton bras pour toi ou tout quoi. Donc, mais par contre, je. Aujourd'hui, vu que je viens de m'y remettre, je fais pas encore de compétition. À l'époque, quand j'en faisais, euh, bah, c'était moi avec moi-même et je regardais mon poids. En fait, je regardais même pas les autres. Pourtant, t'es en groupe et t'es en compétition face aux autres, hein. Mais en fait, je me suis rapidement aperçu que le résultat des autres, je m'en tape un. Par contre, mon résultat à moi, alors là, il m'importe. Hmm. Donc j'ai cet esprit compétiteur par rapport à moi-même, mais pas par rapport aux autres. Ouais, mais si t'es un vrai compétiteur dans Ah, l'âme, mais je suis pas un vrai compétiteur dans l'âme. t'es obligé de te comparer aux autres. Tu vois ce que je Ah veux oui, dire? c'est ce que je te dis, c'est que moi, c'est pas mon mindset. Par contre, j'aime me dépasser. Parce que le type qui est full compète, il finit quatrième, il n'est pas sur le podium, il a les morts. Il a les morts face à ceux qui sont sur Ça le sent le podium. vécu. Eh oui. Non, mais c'est véridique. C'est véridique. Bah oui. Mais après, c'est. Tu vois, t'es quatrième à un dixième de seconde, t'as joué ta saison là-dessus, tu nages 6 fois par semaine. Ben ouais, franchement, la dixième, tu vois, tu l'as là. Bah oui. Bah oui, tu te dis, j'aurais poussé mon bras un peu plus fort à tel moment. Pourtant, assez grande, tu vois, quand même, la longe. Mais. Toi, esprit compétitif? Non, pas plus que ça. Peut-être un peu plus jeune, au début du judo, mais très rapidement comme Gaëtan en fait. Non, pas d'esprit de compétition, dans la mesure où oui, ça nourrit l'ego en fait, ce genre de choses, je pense. Après, la compétition peut-être envers moi-même, tu vois, je suis satisfait quand j'ai réussi à passer un palier par rapport à moi-même. Après, je me suis tellement rendu compte que tout le monde trouve chaussure à son pied que en fait, je me suis dit non mais ça c'est une convention qu'on s'est établie mais non vraiment pas compétitif, non non Oui, tu vas jouer à un jeu, tu t'en tapes de gagner ou de perdre. complètement ouais, complètement. Yes. Là, on prend de l'âge, les gars. Et, Bah, c'est ce que je disais, on prend de la maturité. Bon, ça s'agit. Et du coup, est-ce que tu as d'autres passions à côté les pompiers, à côté la muscu, à côté le sport de combat? oui, il y en a plein de passions, c'est même difficile de se mesurer un peu parfois. Ben, je fais beaucoup de parapente du coup. J'ai des ruches, voilà. Après, la passion principale, c'est les enfants, voilà, forcément. C'est une belle Euh, passion, ça. ouais, c'est une belle passion, ouais. Puis qui nous échappe en plus avec le temps, donc tu vois, il faut en profiter. Mais oui, il y a plein de passions. C'est très difficile de tout mettre dans une vie.
Si on pouvait en avoir une deuxième d'ailleurs, ça serait pas mal. Et le parapente, c'est quoi qui te plaît le plus dans la pratique? Ce qui me plaît le plus, c'est le côté, l'aspect solitude. Solitude Ok. et contemplation. Tu médites un peu? Ah, franchement, il y a une forme de méditation, je trouve. Ouais. Ne serait-ce que même avant le décollage, parce que tu as une, une quantité de stress quand même qui est Du bon présente. stress, du coup? Ouais, du bon stress, je pense, mais tu te mets un peu en autarcie, un peu dans une bulle, voilà, pour gérer ton décollage comme il faut, parce que tu sais que si tu gères pas ça comme il faut, tu peux aller au carton quand même. Donc, il y a une forme de, ouais, il y a une forme de méditation un peu qui se met en place. Et puis après, une fois que tu es en l'air, il y a limite de la philosophie, quoi. Tu te sens tellement petit par rapport à tout À ce que tout ce que tu tu vois. vois. Est-ce que tu te sens libre à ce moment-là? Bah, c'est une liberté absolue. Puis c'est un peu le rêve des hommes de voler depuis toujours. On dit le rêve d'Icare, mais c'est vrai que c'est le rêve des hommes, quoi. T'as l'impression qu'il n'y a rien qui te limite. T'es pas limité dans l'espace, quoi. Tu veux aller là, bah, tu peux y aller, quoi. C'est assez incroyable, quoi. Est-ce que tu arrives quand même à lâcher prise? Parce que je pense qu'il faut quand même être beaucoup vigilant, beaucoup concentré. Il y a Ouais, beaucoup de paramètres à en prendre en considération. ouais. Là, avec l'expérience que tu as, est-ce que quand même à des moments, tu arrives à te relâcher vraiment complètement ou tu es toujours sur le qui-vive? Ouais, ça dépend un peu du moment où je vais voler, de l'aérologie dans laquelle je me mets. Si je me mets par exemple en l'air à 13 heures en plein juillet, avec un soleil qui chauffe très très fort les reliefs, je vais avoir de l'aérologie super turbulente, où là il faut vraiment que je sois vraiment très concentré et presque la partie plaisir, sur le moment, tu l'as pas. Tu l'occultes un petit peu, elle vient après une fois que tu es posé. Par contre, si tu voles le soir, quand le soleil se couche, tu as des aérologies, tu as l'impression d'être dans de l'huile avec, ou dans de l'eau avec 50 bouées qui te portent, et tu fais attention à rien, tu profites du paysage, et tu... Voilà, donc tout dépend un petit peu du moment où tu vas voler, et donc du coup de ce que tu recherches. Du coup, tu t'es déjà fait des grosses frayeurs? Ah ouais, ouais, je me suis fait des grosses frayeurs, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et beaucoup de frayeurs en très peu de temps. Donc ouais, c'est là où tu te dis quand même, c'est un sport qui est dangereux. C'est dangereux. Voilà. Et tu fais ça depuis combien de temps? Alors moi j'ai commencé par le parachutisme, j'en ai fait presque 6 ou 7 ans du parachutisme, et puis après j'ai basculé dans le parapente, parce que le parachute, trop haut tout le temps pareil, tu sautes à telle altitude, tu ouvres ton parachute à telle altitude, tu te présentes de la même manière sur le circuit. Donc au bout d'un moment il y avait une petite forme de lassitude, tu vois. Et Saut en parachute hein? égale lassitude. Ouais. Et le parapente par contre a ce côté liberté, donc là je m'y suis mis, ça fait 4 ans là, que j'en fais du parapente. Ok. Et Ouais. tu voles seul depuis toujours Oui, ou... ouais, ouais. En Ok. fait, le parapente, il n'y a rien de réglementé. Donc demain, si toi tu veux t'acheter un parapente, Gaëtan, tu peux prendre ton parapente, aller voler sans formation, sans rien. Tu as tout à fait le droit de le Ok. faire. Voilà. Le seul Donc truc, c'est stupide, mais... c'est stupide. La seule chose, c'est que voilà, il faut qu'il t'arrive rien, il faut pas que tu tombes sur une maison, ou dans ce cas-là, t'es pas assuré. Voilà. Donc tu as ta formation à faire, et puis une fois que tu as fait ta formation, tu prends une responsabilité civile aérienne, et puis tu peux aller voler quand tu veux, quand tu le désires. Voilà. Ok. C'est vraiment la météo après qui conditionne est-ce que tu peux ou pas. Et là, faut être vachement critique sur ça, parce que voilà. Ouais, tu pars un jour d'orage, c'est pas la bonne idée, Ah quoi. non, ah non, clairement, il faut vraiment choisir le bon moment. Puis il y en a tellement qui se font surprendre même en connaissant, que tu te dis, bon, Ouais, puis nous, on est dans une région de moyenne montagne aussi, où les conditions peuvent changer d'une heure sur l'autre. c'est ça, Donc, exactement. Ouais, il y a beaucoup c'est... d'anticipation, Déjà qu'on se de... fait prendre en randonnée, et des fois, ça peut être chaud. Ouais, ouais. Tu es en l'air en haut, en randonnée, t'as, limite, des fois, tu arrives à trouver un coin pour te caler le temps que ça passe et tout. Quand tu Ah es en ouais, l'air ouais, là-haut... ouais. Il y a un proverbe chez les parapentistes qui dit il vaut mieux regretter de... Attends, je sais même plus. Il vaut mieux regretter de ne pas avoir décollé que regretter d'être en l'air. Parce qu'en gros, une fois que t'es parti, c'est trop tard, quoi. Tu peux pas faire demi-tour, quoi. Ouais, donc en gros, c'est réfléchir à deux fois avant de te lancer, quoi. Ouais, 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 faut être sûr de toi. J'ai aucune idée, ça peut valoir combien un parapente pour une personne qui aurait l'idée de se lancer? Bah, en fait, si tu pars sur du matériel d'occasion, tu peux trouver ce qu'on appelle un pack, donc une sellette avec un parachute de secours et un parapente, tu peux trouver ça pour 1 500 euros. Et après, c'est un peu comme tout, j'ai envie de te dire, tu peux trouver après des packs neufs à 7 000 euros, je pense, tu vois, en ayant tout, parachute de secours, sellette, C'est quoi qui fait la ouais. grosse différence entre un pack à 1 500 et quelque chose à 7 000? C'est la vétusteté, entre guillemets, du matériel. Voilà. Tu as du D'accord. matériel qui peut voler encore, mais qui va peut-être avoir une durée de vie de 2 ans. Donc là, c'est des trucs que tu vas pas payer super cher. Par contre, si tu pars sur du neuf, tu as des performances optimales. Tu as une voile qui est pas du tout
entamée, pas du tout poreuse, donc tu as plus de vitesse, donc tu peux aller plus loin, donc tu vois, c'est toujours Ouais, donc pareil. si tu achètes du matériel d'occasion, là, faut quand même pas se tromper, quoi. Ouais, c'est bien pour débuter le matériel de l'occasion parce que au début, tu as beaucoup de mouvements parasites, tu t'entraînes énormément à gonfler ta voile, à la faire racler au sol, donc quelque part tu la détériores rapidement. Donc c'est très bien de commencer avec du matériel de l'occasion, et puis une fois que tu commences à avoir la main et que tu fais pas des mouvements parasites, là tu peux partir sur quelque chose de plus neuf. Ouais, c'est un peu comme tout, hein. Tu démarres avec du matériel entrée de gamme ou d'occasion pour Ouais, débuter, pour t'entraîner, pour au pire, bah, ça casse, enfin, tu l'abîmes parce que, comme ta première voiture, de toute façon, on a tous abîmé. ouais, voilà, c'est ça, Et après, tu pars sur du bon c'est matos. Ça sent ça. le vécu. Non, ça va. Non. Bon, un petit peu toujours, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va. Et du coup, ton projet, toi, c'est d'emmener après une personne avec toi? Ouais, ouais, ouais. Du coup, bah, là je fais la formation là cette année pour ça, donc ça c'est cool. Tu as différents brevets à passer que j'ai pu valider jusque-là, et donc maintenant j'ai accès à cette formation biplace qu'on appelle biplace. Donc là, tu prends vraiment. euh, Bah, c'est une formation où tu apprends vraiment à faire un décollage avec une personne. Parce que là, du coup, il y a deux cerveaux à commander au final. Il faut aller dans la même direction au même moment. Donc, tu apprends à entraîner quelqu'un avec toi. Et puis ensuite, c'est vraiment un vol pour la personne. Toi, ta part à toi, tu la négliges complètement. C'est vraiment. Bon, bah, si la personne elle veut un vol calme, il faut que tu lui procures un vol calme. Et donc voilà, tu t'adaptes vraiment à ce que ton passager veut, quoi. Voilà. Et le poser en sécurité. Et du coup, le décollage, du coup, bah, tu viens de l'expliquer, c'est pas pareil quand tu es seul et quand tu es à deux. Ouais. Et une fois que tu es en l'air, du coup, il y a beaucoup d'éléments qui changent quand tu Pas es deux. énormément. D'accord. Pas énormément. Peut-être un petit peu la vitesse de la voile. T'es un peu plus rapide avec un biplace en général. Mais T'as plus ça reste. d'inertie. En fait, t'as plus de poids. Et en fait, le moteur du parapente, c'est le poids. En fait, le poids va entraîner ce qu'on appelle une force aérodynamique qui Mhm. te permet de voler. Plus il y a de poids, plus il y a de force aérodynamique, plus il y a de vitesse. Donc ça modifie un petit peu ça, mais concrètement, au niveau du pilotage, ça reste. Alors, j'en ai pas fait l'expérience, mais à écouter ceux qui font du biplace, ça Une fois reste que t'es en l'air, similaire. ça. Ça reste similaire. Voilà. Ça m'a toujours passionné, moi, ça. Ah ouais? Ben, tu vois, j'aurais aimé avoir cette fibre, vu que j'ai un peu d'appréhension avec le vertige et tout. Hmm. Je pense que si tu l'as pas, ça peut quand même être vachement stylé. Bah, Donc, tu vois, ouais, je te rejoins un un peu. jour me dire pourquoi pas essayer d'expérimenter ça, tu vois. Ouais. Ouais, mais tu vois, regarde, moi j'ai le vertige. Pareil, je monte sur la table, je suis en PLS. Et pourtant, j'ai fait de l'avion avec un ami à nous. Enfin, c'est de l'ULM, c'est des petits Ultra avions léger, légers, motorisé. ultra. Ouais. Voilà. Et en fait, au final, Oui, j'avais pas le c'est vertige. pas C'est pareil pas parce la que même t'as pas les sensation. pieds au sol. Ouais. Exactement. Mais t'as quand même eu peut-être un peu d'appréhension, non? Bah, en fait, non. Ou t'as réussi J'ai vraiment fait de à... l'hélico, j'ai fait de l'avion, et en fait, Hmm. pourtant, je te dis, hein, je monte sur un escabeau pour changer une ampoule, et il me faut un quart d'heure pour même me calmer. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Alors que, au final, même le décollage et tout ne m'a pas fait peur. Moi, je sais que j'avais fait de l'hélico et j'avais quand même dû avoir un temps d'adaptation, tu vois. Genre, les premières minutes, j'étais raide, j'étais crispé. Je, je sentais que j'allais pas passer un bon moment. Et après, au fur et à mesure, tu Mais vois, je, avec la respiration et ouais. tout, j'ai réussi à me lâcher. Mais je pense que tu le referais aujourd'hui, tu aurais plus cette adaptation-là. Tu l'as déjà Ouais, eu une fois, c'est fini. Ouais, ouais. peut-être. Hmm. Mais tu vois, ce parapente ou... J'aimerais bien un jour me dire, vas-y, tu l'as fait, ça doit être stylé, tu vois. Moi, le fait de mettre ma vie dans une toile en tissu, ça me... ça, tu vois, ça me fout plus les pétoches que l'appréhension du vertige. Moi, ça serait Hmm. de me dire, vas-y, là, c'est plus que sortir de ma zone de confort, Ah ouais, tu vois. là, tu sors autre que ta zone de confort, là. De me dire, bah, vas-y, dans ma vie, ça, c'est coché, tu vois. Ah, bah écoute, le jour où il a sa formation, Bah oui, oui, bien sûr. Mais voilà, je dis ça, tu vois, je suis assis tranquille. Le jour où il faut y aller, Le parapente, ce qui est paradoxal, c'est que. je pense qu'une fois que t'as décollé, t'es trop bien. Ouais, mais ce qu'il y a c'est de paradoxal, c'est l'avion, tu es au plat, tu décolles au plat. Le parapente, il faut courir dans le vide. Tu vois, il y a cet aspect-là de je Ça, vais j'aurais dans le du mal. vide. Et surtout, si je m'arrête de courir, c'est là où je me mets en danger, parce que cette énergie, je la donne plus au parapente et du coup, ça vole plus. ah ouais, Donc il faut accélérer, plus tu vois le vide, plus il faut accélérer quelque part. Et un peu ce truc-là de te dire, je du suis coup, taré ou quoi. Mais... qu'est-ce qui se passe si je me mets à courir et au moment où je stoppe? Eh ben, si tu stoppes, la voile fait donc la voile, tu lui donnes de l'énergie, donc elle avance, elle avance, elle avance. Si tu t'arrêtes, elle va continuer d'avancer. Et si la voile te dépasse en parapente, il y a ce qu'on appelle une fermeture qui se produit. Donc ton parapente, il va se fermer et il te supporte plus du tout, donc tu peux tomber en fait. Donc si tu es sur un décollage qui est vachement raide,
Si tu t'arrêtes de courir au moment où tu donnes l'énergie, tu tombes. Donc c'est vraiment, il faut courir, 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 et même limite quand tu te sens levé par la voile, il faut continuer de courir au cas où, si jamais tu reviens à toucher le sol, toujours redonner cette énergie, et après, une fois que tu es en l'air, après c'est bon. Mais il y a vraiment cette phase de je donne l'énergie, je donne tout ce que j'ai au début, et puis après, je me sens porté, et là c'est bon, quoi. Est-ce que tu as toujours su que tu finirais par monter ta boîte, ta société? Non. Ou c'est quelque chose qui est venu... Ah ouais, non, ça c'est venu au fil de l'eau, comme ça. Mais non, j'ai jamais su que j'allais faire ça. Non. Tu sentais pas au fond de toi que tu avais un petit peu parce que je pense que c'est pas dédié à tout le monde, ou peut-être dis-moi aussi ce que tu en penses, si c'est dédié à tout le monde de monter sa boîte et d'être entrepreneur, mais Je pense qu'il y a une grosse phase de lâcher prise et d'instabilité, tu vois, parce que ça, par contre, c'est une sensation, je pense, que tout le monde a. Quand tu passes d'un milieu salarié à un milieu où tu deviens toi-même le patron de ce que tu veux, bah, tu as une phase incertitude. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que financièrement je vais m'en sortir? Est-ce que ça va être fait pour moi? Et cette phase-là d'inconfort, je pense qu'elle remet beaucoup de gens en question, en fait. Mais par contre, je pense que si tu trouves ce qui te plaît, je pense que c'est donné à tout le monde. Je pense que dès qu'on est dans le domaine de ce qui nous intéresse, je pense que chacun peut vraiment y donc arriver. toi, tu es partisan de dire, si je me lance dans quelque chose qui me passionne, à terme, je réussis. Ah, j'en suis convaincu. Ok. T'en Moi, penses je quoi? suis totalement d'accord avec ça, hein. La volonté, c'est 80% du moteur de la vie d'un homme ou d'une femme. Mais si tu as de la volonté et de la motivation, tu peux arriver à tout faire. De toute façon, tu n'as pas de la volonté dans des choses que où tu ne seras pas capable. Pour le coup, le cerveau est bien fait. Du coup, si par exemple, je te dis qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui essaye de lancer sa boîte ou de se mettre à son compte, et qu'il est en plein doute parce que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que ça tourne pas ou que ça tourne pas comme il voudrait, toi tu lui dis vas-y lâche pas, continue quoi. Alors non, si ça tourne pas depuis 3 ans, il faut faire une analyse de pourquoi ça tourne pas. Après, il y a Mm. avoir la volonté et la motivation, et il y a l'obstination. L'acharnement, pour moi, c'est pas bon. C'est l'extrême à pas dépasser. Euh, Si ça fait 2 ans, 3 ans, et qu'en 3 ans, t'as pas décollé, t'as pas eu une augmentation, t'as pas eu un truc, t'as pas un recul, t'as pas eu une analyse qui te permet de voir ce qui marche, ce qui marche pas, ou que tout simplement t'as pas assez de clients pour pouvoir faire une analyse, c'est qu'à un moment donné, t'es pas du tout soit au bon endroit, soit dans le bon concept, Mm. soit ce que tu proposes, tu n'as pas les compétences adéquates pour répondre aux besoins de tes clients. Mm. Il peut y avoir ça aussi. Donc dans ces cas-là, bah, il faut analyser le pourquoi ça marche pas. Si t'as pas assez de clients parce que tes compétences sont pas bonnes, bah, va te former. Forme-toi, va voir plusieurs avis, va voir des professionnels qui sont déjà dans le domaine en disant bah, moi je fais comme ça, je comprends pas, ça marche pas. Et la plupart des professionnels seront là pour dire bah moi tu vois, moi je fais comme ça, toi ce que tu fais ça ne marche pas parce que autant ils sont passés par les mêmes étapes que toi avant. Des fois, il faut aller voir des entreprises qui sont là depuis 20 ans quand tu te lances. Et la plupart du temps, quand tu arrives gentiment, pas en disant je vais te piquer ton taf, mais en disant voilà, je voudrais me lancer là-dedans, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à me donner, la plupart des gens seront ouverts à te donner des petits tips. Alors, ils donneront pas tous leurs secrets, heureusement, c'est normal, mais apporter un petit peu de bah, moi j'ai galéré comme ça, j'ai galéré pour ça, j'ai galéré pour ça. Si tu as les mêmes doutes, vas-y. Après, si c'est. Donc voilà, tiens, pour moi, la première des choses à faire, déjà, par contre, un truc, ne pas se lancer dans une activité quand on n'a pas les compétences. Il y a trop de gens qui se lancent dans certains domaines qui peuvent paraître accessibles. Je pense à la maçonnerie, le paysagiste, Mm. le bricolage à tout faire, qui ont zéro formation et qui se lancent à se faire payer pour ça. Non, d'abord allez vous former. Ensuite, apprenez le métier. Ensuite, vous mettrez à votre compte. Pour moi, en fait, il y a trop. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je prône parce que c'est quelque chose auquel je crois, même si c'est pas fait pour tout le monde, clairement. Il y a des gens qui ont besoin de la sécurité du salariat. Et il y a des gens que la sécurité du salariat, au contraire, ça les repousse. Qui ont besoin de cette liberté. Je pense que c'est un peu ton cas. Mm. De faire, toi aussi, et moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai besoin de cette liberté et de ce petit risque qui donne un peu du piment au truc. Mais il y a des gens qui ont besoin d'une sécurité salariale. Donc ces gens-là, restez dans le salariat, franchement. N'allez pas dans l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Maintenant, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on veut se lancer, la première des choses à faire, c'est acquérir les compétences du domaine ou s'entourer des personnes qui ont déjà les compétences et manager ces personnes-là. Mais du coup, ça demande des compétences de management.
Et à mon sens, pour revenir à ta question de base, parce que je suis un petit peu parti dans un autre truc, mais l'acharnement sur quelqu'un que ça fait 3 ans qu'il essaye et que ça marche pas, euh, pour moi, il y a une introspection bien avant à faire en disant qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que je peux améliorer et qu'est-ce qui peut faire que ça marche. L'acharnement, pour moi, il doit être là-dedans, toujours tenter des nouvelles choses suffisamment longtemps pour avoir un retour dessus, faire un feedback, et ensuite apporter les modifications pour tenter de nouvelles choses jusqu'à trouver la formule qui marche. Ça, pour moi, c'est comment dire, c'est pas un acharnement du coup, mais c'est continuer dans le bon sens. Pour moi, par contre, répéter tout le temps la même chose en espérant avoir un résultat différent, bah, c'est la définition de la stupidité de je sais plus quel penseur qui dit ça, je l'ai plus en tête là de suite, mais qui a une citation comme ça qui dit que le plus fou, c'est celui qui répète sans cesse la même chose en espérant un résultat différent. Et du coup, là, tu évoques pour toi, la première étape, c'est se former en compétences. Ouais. L'étape 2, ce serait quoi? Bah, l'étape 2, ce serait quoi? Ce serait tenter des trucs. Mais du coup, tenter des trucs, quand ça marche, les conserver. Quand ça marche pas, essayer d'analyser et de comprendre pourquoi ça marche pas et corriger le tir pour trouver ce qui marche. Pour moi, l'acharnement, il est dans la répétition d'erreurs. Aujourd'hui, on a trop de personnes qui croient que l'erreur, c'est une mauvaise chose. En fait, l'erreur, c'est ce qui te fait avancer. Si tu fais pas d'erreur, t'avances pas. Le cerveau, il est fait pour apprendre en faisant des erreurs. Je fais des erreurs, je corrige, je ne fais plus d'erreurs. Je ne répète plus la même erreur. L'apprentissage, c'est ça. Hein. C'est pas je suis né et hop, je claque des doigts et j'ai les compétences. Non, je me suis planté 15 fois et à la 16e fois, j'ai le truc. Il y a une relation, enfin, il y a une chose auquel on ne pense plus aujourd'hui, c'est quand on a appris à marcher quand on était petit. Est-ce que vous savez combien de fois en moyenne un enfant tombe avant d'arriver à faire son premier pas? Je sais pas, mais heureusement que je m'en souviens pas. Ouais, c'est astronomique. C'est en moyenne 400 fois. On tombe 400 fois entre le moment, en moyenne, hein, après il y a des enfants qui tombent plus, des enfants qui tombent moins, mais en moyenne, entre le moment où la première fois on essaye de mettre un pas devant l'autre et de se tenir debout, Incroyable. et la première fois où on tient réellement debout, on tombe en moyenne 400 fois. Donc en fait, ça veut dire qu'on s'est planté. On a fait 400 fois des erreurs pour arriver à un résultat où aujourd'hui on marche. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai la vision de quand j'ai appris à faire du vélo. Tu vois, quand tu marches, t'as pas de souvenirs. Et par contre, quand tu apprends à faire du vélo, Ouais. tu crois que tu vas jamais y arriver. C'est long. Ouais. Et puis tu tombes, puis tu as les roulettes, puis tu enlèves une roulette, puis tu tombes, puis tu... Ouais, c'est un parallèle, je pense, qui est important. Il est simpliste, mais il est super important à retenir, je pense. Dans les moments où tu galères, te dire, mais attends, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est ça. C'est si je ne tombe pas, je n'avance pas. S'il y a une phrase à retenir, c'est ça. Si je tombe pas, j'avance pas. Par contre, tomber, t'as le droit. Il faut te relever à chaque fois. Et toi, pour faire un petit parallèle, Stéphane, est-ce que tu penses que c'est plus stressant de gérer donc une entreprise, ta société, ou plus stressant qu'intervenir en tant que pompier? Non, c'est plus stressant de gérer une société. Ouais. Oui, parce que quelque part, alors quand t'es pompier, t'as un stress un peu détaché. Quand tu arrives, je te donne un exemple, mais sur l'intervention, tu as une part de détachement de stress. En fait, tu n'as même pas de stress. Tu es dans l'action. Tu es dans je fais quelque chose. Et des fois, après coup, tu te dis, ouais, bon, ouais, c'était un peu chaud. Mais par contre, quand tu gères une société, déjà, c'est toi qui es exposé. Tu t'exposes toi réellement. Et puis les conséquences, bah, tu sais que ça peut avoir un impact sur ta vie entièrement, quoi. Quand tu es pompier, c'est très rarement le cas, en fait. Et donc, au jour d'aujourd'hui, tu es toujours dans une phase de stress. Est-ce que vous pensez que c'est un stress permanent, en fait, d'être entrepreneur? Oui, moi je trouve c'est un stress permanent. Alors quand même tu prends l'habitude de te dire personnellement moi je vois que j'ai plus le même stress qu'au début. C'est-à-dire qu'au début c'était vraiment l'inquiétude de est-ce que ça va marcher. Maintenant j'ai le recul, j'ai 5 ans donc je sais que ça marche. Par contre, il faut pas s'endormir sur ses lauriers et tu sais qu'à des moments quand tu commences un petit peu à avoir moins d'appels, à bosser un peu moins, ben là je rebondis sur ce que Gaëtan disait et ben à un moment donné, il faut te dire attends, remise en question, pourquoi est-ce que j'ai moins d'appels? T'analyses et tu mets en place des choses. Et puis après, tu le vois de suite si ça. Et vous parlez beaucoup d'analyse.
pour quelqu'un qui nous écoute, ça serait quoi, du coup, les tips pour analyser une situation? C'est pardon. Vas-y, excuse-moi. C'est du cas par cas. Ça dépend de chaque. Je vais pas avoir la même forme d'analyse que toi, même s'il y a des choses qui peuvent se revenir. Le nombre d'appels, le nombre de clients que tu convertis, enfin le nombre d'appels que tu convertis en clients. Moi, ça va être le nombre de bilans que je convertis en suivi derrière. Est-ce que j'ai eu une période où je faisais beaucoup de bilans et très peu de suivi derrière? La remise en question, c'était est-ce que mon analyse est mauvaise? Est-ce que derrière, je donne pas confiance pour que le bilan se fasse? Ou est-ce que c'est une mauvaise orientation au départ et du coup un bilan qui a été pas inutile parce que c'est jamais inutile de faire un bilan, mais est-ce que l'orientation au départ, elle aurait pas dû se faire différemment au téléphone? Aujourd'hui, j'aurais orienté beaucoup plus de gens qui m'appellent pour un bilan qu'avant. Avant, les gens m'appelaient, je faisais un bilan par... Ils m'appelaient, je proposais un bilan tout de suite. Aujourd'hui, je fais déjà un pré-bilan au téléphone en disant est-ce que mon champ de compétences est vraiment adapté à votre besoin? Si oui, tant mieux, parfait, je vous donne un rendez-vous. Sinon, je vous invite à aller voir tel professionnel, tel professionnel, tel professionnel. Et si nécessaire, après de revenir vers moi dans quelques années, parce que souvent c'est qu'on m'envoie les enfants un peu trop tôt. Donc c'est très souvent, très souvent, ça arrive de temps en temps, que je réoriente plutôt sur des psychomotriciens, plutôt sur des orthophonistes, plutôt sur d'autres professionnels qui, à mon sens, sont plus adaptés pour l'enfant sur le moment. Et donc du coup, sauf que ces enfants-là, si je les prends en bilan, sur ma stat, je fais plus de bilan, mais je fais moins de suivi derrière. Après, là, je te prends un exemple concret, mais je pense Non, mais c'est bien de prendre un exemple concret. C'est comme ça que ça parle. Voilà. Et du coup, pour moi, c'est une forme d'analyse sur une partie de mon boulot. Après, je te laisse donner un exemple sur toi, une forme d'analyse, mais... Ouais, moi, l'analyse que je vais avoir, alors c'est un peu différent parce que toi, tu es en relation avec des personnes, mais moi, ça va être, c'est bête, mais est-ce que le prix est adapté à la prestation? Est-ce que au niveau de la publicité, je suis dans les clous? Est-ce que mon travail est bien fait et du coup, j'ai, on va dire, un bouche à oreille correct? Tu vois, c'est l'analyse, elle passe par plein de biais, voilà, par plein de biais différents et il faut arriver sans arrêt à se remettre en question. Et moi, je suis pas persuadé que ceux qui sont très anciens dans le métier aient forcément la meilleure façon de voir les choses. T'en as qui vivent sur leur laurier, qui vont rester sur la clientèle habituelle, qui vont... en fait, je pense que dès que tu arrêtes de te remettre en question, c'est là où ça devient dangereux, en fait. Ouais. Moi, pour avoir eu affaire 2 fois à toi, tout s'est très bien passé. Mais d'ailleurs, tu vois, je rebondis sur un truc. Toi, ça fait 5 ans, moi, ça fait 6 ans. Toi, du coup, au niveau coaching, ça fait un peu moins d'1 an. On n'a pas du tout la même... On est passé par la phase sur laquelle tu passes, toi, aujourd'hui. Mais toi, qu'est-ce que tu as comme analyse aujourd'hui sur ton début d'entreprise? J'aurais envie de te dire, j'ai pas forcément d'analyse, parce que j'ai pas encore assez de temps, tu vois, pour analyser tout ça. Ouais. Et après, en même temps, vu que je fais pas mal de choses aussi à côté, du coup, moi, j'aime bien la diversification, donc j'ai un panel un peu large qui me permet de... S'il y a un endroit où ça va pas forcément bien à un moment donné, j'ai un autre côté qui compense. Et après, le but du jeu, ouais, c'est... J'ai testé beaucoup de choses, j'ai vu des formules qui marchaient pas. Maintenant, je sais quelles formules sont adaptées en fonction des personnes. Et aussi se spécialiser, tu vois. Parce que, par exemple, dans le coaching, c'est très vaste, le coaching. Tu peux perdre du poids, tu peux prendre du poids, tu peux guérir une blessure, faire de la réathlétisation, tu peux faire tellement de choses que, voilà, je pense se spécifier dans un domaine, je pense que c'est un peu la clé. Du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que si toi, tu sens que tu n'as pas les compétences sur tel ou tel aspect, tu vas les rediriger vers ton réseau, parce qu'après, tu t'es fait des connaissances et tu as ton réseau pour réorienter suivant si toi, tu t'en sens capable ou pas, et si tu as les compétences. Et après, oui, il y a eu beaucoup d'erreurs pour apprendre. Donc, ouais, franchement, que ça soit là dans l'entrepreneuriat, dans le coaching, ou même que ça soit dans l'IMO ou dans plein de choses, il y a eu des erreurs, puis il y en aura encore, quoi. Donc, ouais, on fera le bilan, là. On va bientôt arriver à 1 année, donc on fera le bilan à ce moment-là, ouais. Mais du coup, tu vois, en moins d'1 an, tu as déjà une forme d'analyse sur... En moins d'1 an, tu as déjà pu tester plusieurs formules, tu as déjà pu... même si tu n'as pas encore beaucoup de clients, ça commence à monter, et je te souhaite que ça aille encore plus loin, et que tu puisses accompagner plein de gens, mais tu vois, en moins d'1 an,
tu as déjà une forme de recul et une possibilité d'analyse. Et ça, je trouve que c'est pour moi les 3 premières années les plus importantes où il faut tout analyser et essayer d'être attentif à tout ce qui se passe pour ensuite arriver sur la 4e, 5e année et juste peaufiner, arranger, faire une petite modif, entretenir ou voire même à ce moment-là acquérir de nouvelles compétences, comme toi tu parlais tout à l'heure de la formation, etc. Proposer de nouvelles choses, réorganiser ton temps, réorganiser tes tarifs, s'adapter au marché. Et ça, pour moi, tu vois, pour le coup, je trouve que ce serait une erreur de le faire avant la fin des 3 ans. Parce que pour moi, je sais pas si tu penses la même chose, mais tu as besoin de ces 3 premières années pour comprendre le marché dans lequel tu vis, parce que là, tu fais coach sportif dans une petite ville de campagne, enfin dans un grand village. Tu ferais coach sportif peut-être à Marseille ou à Montpellier ou à Paris. Je pense que tu n'aurais pas du tout la même façon de travailler. Oui et non, parce que après le but du jeu, et c'est ce qui s'est pas mal développé là ces derniers mois. En plus, je t'en avais parlé en off. Il y a beaucoup d'accompagnement maintenant en ligne, tu vois. Donc en fait, que je sois ici ou que je sois ailleurs. Oui, et moi, c'est un petit peu à ton époque. Oui, mais c'est ce que je cherche moi vraiment à développer. Tu vois, comme au travers des formations. Tout à fait. Tu as été le premier présent pour la première formation Lambert de Fer. Après, il y en a une autre qui arrive bientôt. Oui. C'est le but du jeu d'accompagner ces personnes-là, tu vois, via le digital, même si je reste toujours en contact. Oui. Parce qu'après, moi, le but, c'est que je veux vraiment accompagner, tu vois, que les gens ne soient pas laissés dans la nature. Mais donc, tu vois, j'en reviens à la diversification de distanciel, présentiel, formation. Du coup, ça rejoint un petit peu vous deux qui faites aussi ça, tu vois, de la formation. Ouais. Donc, vous savez ce que c'est, mais ouais, c'est un petit peu le but du jeu, quoi. Ça, mais du coup, entre tes deux dans la même activité digitale distancielle, ta forme de publicité n'est pas du tout la même. En fait, dans la même activité, il y a plusieurs activités. Parce qu'après, il y a la création de contenu. C'est ça. Mais du coup, la création de contenu te sert surtout au digital, alors que sur le local, dans la conjoncture dans laquelle on vit, que ce soit ton entreprise, la mienne ou la tienne, on est à plus de la moitié des gens qui arrivent sur le bouche à oreille. Beaucoup. Au bout de 3, 4, 5 ans, je pense que toi c'est pareil. Moi aujourd'hui, j'ai plus de gens qui m'appellent en disant « Ah, j'ai vu tel professionnel qui m'a orienté sur vous. Il m'a dit qu'il fallait venir vous voir vous pour régler mon problème. » Plus que des gens qui m'appellent en disant « On m'a dit qu'il fallait que je voie un ergo, j'ai pris le premier sur les pages jaunes. » Alors qu'au début, quand t'es pas connu, les gens ont besoin je prends mon cas, d'un ergo, page jaune, le plus proche de chez moi c'est lui, je vais l'appeler, s'il répond qu'il a de la place, tant mieux, sinon je prendrai un autre. Après, tu vois, pour rebondir sur ce que tu me disais, ça fait penser aussi que j'ai reçu quelques messages à un moment donné où on me disait « Est-ce que je peux travailler avec toi ?» Donc je parle en ligne. Et je disais non. Et on me disait « Mais pourquoi non ?» Parce que je disais « Je prends qu'un certain nombre de personnes. » Ouais. Tu vois, moi ça c'est ma stratégie. Je me cantonne qu'à un certain nombre de personnes parce que je veux vraiment que ça soit de la qualité. Oui. De la qualité, que moi je puisse jauger si le volume il est bien réparti ou pas. Et voilà, tu vois, en ce moment, moi, je gère pas plus que de 3-4 personnes. Et après, une fois que j'aurai fini ces accompagnements-là avec 3-4 personnes, je rouvrirai de nouvelles places. Mais sinon, moi-même, je vais m'éparpiller. Je vais pas avoir la même qualité en termes de suivi. Et moi, c'est vraiment ce que je veux prôner, quoi, tu vois. Alors après, toi, je sais pas comment ça fonctionne du coup, mais moi, je sais qu'au début, je fonctionnais comme toi. Et en fait, petit à petit, après, avec les années, j'ai optimisé plein de process. Et donc, ça m'a permis d'ouvrir de plus en plus de places. Par contre, là où je te rejoins, c'est que j'ouvre le nombre de places dans le cabinet par rapport à mes compétences et le temps que je peux accorder pour pas me retrouver submergé par trop d'enfants ou de personnes à gérer. Et de plus savoir, quand on t'appelle de parler d'une personne, de même plus savoir quelle est sa patho, quel est ton suivi, où tu en es. Parce que tout ça, tu l'as en tête. Alors, tout est noté. Et dans les process, après, du coup, ce que ton cerveau arrive plus à suivre, tu te réconfortes après sur l'ordi, dans mon cas perso. Mais là où je te rejoins, c'est que je suis d'accord avec toi, de garder un nombre de clients potentiels en accord avec ses compétences perso et ce qu'on peut vraiment apporter aux gens, quoi. Parce que là, tu vois, je prends un exemple typique. Les 4 personnes que je suis en ce moment, elles ont, entre guillemets, des comptes à me rendre tous les jours. Et moi, mon but, c'est de répondre dans l'instant T, tu vois. Être super réactif. Si elle a besoin, la personne, elle m'appelle. Ou sinon, tous les jours, on communique. Parce qu'ils ont des comptes à me rendre sur certaines choses, tu vois. Et donc, si tu es moins présent ou que tu es moins réactif,
Puis après, tu as une énergie mentale au bout d'un moment. Ah oui. Tout à fait. Surtout quand tu essayes, enfin, pas t'essayes, mais tu te diversifies et que tu fais plusieurs choses aussi à côté. Oui. Faut Mais arriver qu'en à... même temps, tu veux t'impliquer dans l'accompagnement que tu proposes aux Exactement. gens. C'est... Et tu vois, pour en rebondir sur Stéphane, et je pense qu'il est bien placé aussi là-dessus, il a une multitude d'activités qui fait que faut arriver à organiser les choses pour optimiser. Je pense que toi, ton but, c'est de continuer à être croissant sur ta société, mais Ouais, à ouais. côté, continuer à faire du sport, Ouais, tout à à fait, côté, ouais. acquérir de nouvelles compétences en sport de combat, les volets, tu vois, il y a plein de choses, donc Mm. faut arriver à caler tout ça, quoi. Ouais, ouais, faut arriver, ouais. Mais je pense que il faut pas se mettre trop la pression aussi, tu vois, parce que je pense que d'un certain côté, dès que tu te mets de la pression, ça devient de la contrainte, et donc du coup, tu occultes un peu cette partie aussi plaisir que tu as. Donc moi, personnellement, je m'aperçois que plus je prends de l'âge, moins il faut que ça devienne de la contrainte. Si ça devient de la contrainte, après, je me dis, bon, tu vois. Et là, toi, en termes de société, c'est quoi tes objectifs, par exemple, en termes de chiffre d'affaires ou... Écoute, là, honnêtement, j'en vis correctement, et j'ai pas plus de prétention que ça. Parce que, en fait, il faut savoir, le travail, en fait, si tu veux, il se justifie par quelque chose. Moi, j'ai pas envie de justifier des journées de travail interminables pour avoir un salarié, et au final un deuxième véhicule et deux fois plus. Je pense que tout est proportionnel, et en fait, moi, ce que je veux, c'est vivre correctement. Et là, je vis correctement, mais j'ai pas plus de prétention que ça. Voilà. Et presque, j'ai envie de te dire, presque la partie formation, c'est un peu pour te rejoindre, c'est un peu pour diversifier. C'est-à-dire qu'au moment où ça fonctionne pas trop, tu vois, moi, concrètement, le boulot, c'est des saisons. Tu vois, pendant l'été, je suis vraiment à fond. L'hiver, je suis un peu plus cool. Et ben voilà, tu diversifies, ça te permet d'être un peu occupé un peu toute l'année. Mais c'est presque du plaisir au final, la partie formation. Donc tu diversifies, mais tu te fais plaisir. Voilà. Il n'y a, pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de... Voilà, je suis clairement pas obligé de le faire. Ok. Et du coup, c'était intéressant, tu parlais de salariés. Ouais, Du coup, toi, c'est pas à moyen ou long terme, c'est pas quelque chose qui te donne envie. non, du tout. Ouais, tu Du veux tout, pas du tout. forcément Non, parce que... scaler et grandir non, je me dis outre mesure. ça va être quoi? Ça va être certainement beaucoup plus de contraintes pour au final, oui, certainement, si tu prends un salarié, c'est que tu vas agrandir, tu vas rentrer plus de chiffre d'affaires, mais bon, après, fiscalement, déjà, dès que tu as un salarié, il faut pouvoir être en mesure de l'assumer, tu vois. Donc, enfin, concrètement, je me dis, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et la réponse, pour moi, c'est non. Voilà. J'arrive à en vivre Hmm. correctement, j'ai pas plus de prétention. Et est-ce que ça t'est déjà traversé l'esprit de te dire un jour, ma société, je la revendrai ou... Ouais, 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 bien Ouais. sûr, ouais, ouais, carrément. Non, parce que c'est important d'avoir une vision. Ouais, bien De te sûr, dire, là, ma société, qu'est-ce qu'elle va devenir dans ouais, X années? bien sûr. Tout à fait. Ah oui, non, moi, c'est pas du tout exclu que dans quelques années, je change complètement d'activité, je fasse complètement autre chose. Et de toute façon, je pense que. Alors, moi, c'est personnel, hein, mais me mettre dans un truc et m'enterrer jusqu'au bout dedans, ça relève un peu de l'obstination, des fois, pour moi. Et je me dis, on a une vie, on a plein de choses à vivre. Bon, bah, voilà. Le tout, c'est de le faire de manière réfléchie et pas de tout claquer du jour au lendemain et de partir sur un truc sans savoir où tu vas. Mais, euh, mais je pense que ça peut être important de changer pour te remettre en question, pour découvrir de nouveaux plaisirs, de nouvelles compétences. Du coup, on évoquait le fait que peut-être qu'un jour, à moyen long terme, tu aurais la vision de revendre. Mm. Là, si par exemple, on te disait, t'arrêtes, t'aurais une idée dans quel secteur tirer? Non, actuellement, non, pas du tout. Il y a tellement de possibilités, tu vois, pourquoi ne pas faire que de la formation? C'est pas exclu. Euh, Pourquoi pas, je sais pas, ça peut être plein de choses. Pourquoi pas moniteur de parapente, j'en sais rien, tu vois, il y a plein de choses. Pour le moment, ça me convient parce que en termes de nécessité financière et tout, je suis dedans, mais le jour où j'estime que ça le fait plus, je suis pas lié. Et du coup, pour développer ta société, Mm. c'est quoi on en a un petit peu parlé, mais c'est quoi les étapes et le processus, si là, t'en as vraiment mis en place pour franchir à chaque fois des paliers? Euh, Bah déjà, c'est le ciblage. Tu
tu vois, savoir qui peut être intéressé par mes services. Et en fait, tout le monde, tout le monde. Tu as vraiment une diversité de clients. Du jour au lendemain, tu n'auras jamais les mêmes. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, je me suis rapproché, on va dire, entre guillemets, des intermédiaires qui peuvent me faire bosser. Je te donne un exemple tout bête. Les need gap, souvent, c'est les pompiers qui reçoivent les appels. Donc, je suis allé au niveau des plateformes, des centres d'appel. En plus, je suis pompier, donc j'ai le lien, entre guillemets, qui est un peu plus facile en leur donnant mes coordonnées. Et donc, du coup, du jour au lendemain, je me retrouve avec tant d'appels par jour alors qu'à la base, il n'y a rien. Donc, tu vois, ça, c'est du ciblage, par exemple. Ensuite, il y a toutes les mairies, les communes. Tu vois, les punaises de lit, ben, on a des hôtels. Je suis allé voir les hôtels. Donc, tout ça, c'est à chaque fois du ciblage. Ensuite, on va dire, il y a toute la partie référencement sur Internet. Donc là, il y a un gros travail à faire là-dessus. Et ensuite, le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, je pense qu'il est totalement dépendant de la qualité de ton travail. Si tu fais un travail de qualité, il y aura du bouche à oreille. Si tu fais du travail de mauvaise qualité, il y aura un bouche à oreille, mais pas dans le bon sens. Et encore plus important. Et encore plus important. Donc, grosso modo, c'est un petit peu les 3 axes sur lesquels j'ai toujours travaillé, et je continue toujours à travailler d'ailleurs. Ok, et c'est quoi le nom de ta société? C'est Nuisalp. Ok, parce que du coup on l'avait pas évoqué, et Ouais. pour les gens qui le savaient Mais pas. de toute façon, on mettra tes coordonnées C'est dans cool. la description. Sympa. Je sais pas si t'as des réseaux du coup aussi. Ouais, j'ai des réseaux un petit peu, ouais. Bah, tu C'est nous passeras obligé, tout ça, ouais, on ça mettra tout marche. ça en description. Et vous pensez que ça a quel impact, du coup, le nom d'une société? Bah, Vous pensez que c'est important, pas important? À quel pourcentage ça joue dans le marketing, tu vois? Alors, dans sa branche à lui, c'est indispensable. Ouais. Dans la mienne, c'est mon nom. J'ai pas de nom de société, j'ai pas de... C'est... Non, mais Alors, je dans pense une que société de manière générale, tu vois. eh ben, tout dépend du domaine. Pour moi, Quelle importance ça joue, tu vois? ben, le nom, il fait beaucoup, mais tout dépend du domaine. Dans le médical, moi, je prends dans mon cas particulier, dans tout ce qui est domaine du médical et notamment du paramédical, tu as pas de... C'est rare d'avoir un nom de société ou de cabinet. Ou... En général, c'est le nom de la personne qui tient le cabinet, qui est le nom de la société. Alors que dans ton cas, ce serait bizarre d'avoir ton nom pour le coup en société. Ah bah, ouais, aucun intérêt. Alors qu'à l'époque, si tu reprends 50, 70 ans en arrière, c'était toujours le nom de famille, le nom de la société. Ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, la société Stéphane, c'est Nuisalp. Oui. Est-ce que si elle s'appellerait, je sais pas, autre chose, là, j'ai pas de nom qui vient en tête, est-ce que tu penses que ça ferait une différence sur son chiffre d'affaires ou si ça fait une différence, quel impact ça aurait, tu vois? Alors, je pense que à court terme, ça n'a aucune différence. À long terme, sur les années, je pense que ça peut avoir un impact où, en fait, tu retiens le nom, tu vois. Pour le coup, je trouve qu'il est bien trouvé ton nom parce que bah, on est dans les Alpes, donc les gens, ça raccroche un petit côté un petit côté chauvin, qu'on aime bien dans le coin. Nuisible, bah, ça exprime clairement le domaine dans lequel tu travailles. Et c'est un nom qui est quand même accrocheur, qui est pas trop long, qui est pas trop court. Je pense qu'au niveau psychologique, il y a quand même une accroche qui est importante. Pour moi, à court terme, genre sur les 5 premières années, je pense que ça aurait aucune incidence. Je pense qu'à 10, 15, 20 ans, si tu as un nom que les gens retiennent pas, qui est pas bien trouvé, qui est pas beau, qui est très très mal choisi parce que ça a une autre connotation, ça peut avoir un impact. Après, il aurait un nom qui a rien à voir avec son domaine. Là, je pense que ça pourrait avoir un impact sur le chiffre d'affaires. Parce que même si on est dans un coin où, à l'heure actuelle, le bouche à oreille fait énormément de boulot de publicité, et nous, on est dans un coin où je pense que ta démarche d'aller voir les pompiers, d'aller voir les hôtels en personne, a plus d'impact que de juste avoir un nom de société qui claque. Encore une fois, tout dépend du secteur géographique dans lequel tu bosses. Non, parce que des fois, j'ai tendance à... Quand tu discutes avec des personnes, elles vont beaucoup s'arrêter à la constitution du logo. Oui, c'est important. Mais des fois, tu vois, tu passes peut-être trop d'énergie à te dire est-ce que vraiment le logo, il est nickel? Est-ce que... Tout dépend à quel point tu veux scaler. Quand tu veux rester à une petite échelle humaine, ça en tape un peu. Quand tu veux être un géant, je te prends un géant Amazon, un McDo, il
Là, oui, là, ton branding, le moindre écart sur le logo, tu vas avoir des gens qui vont essayer de te dégommer là-dessus. Ouais, mais je pense que ça peut Mais tu vas surtout avoir un jouer effet. au travers des services et de la qualité. Et après, si vraiment c'est de la qualité, Alors, oui et non, parce que sur les tant- gens qui vont juste voir ton logo sans avoir eu de retour avant, par exemple, tu vois, tu as beaucoup de marques de fast-food où il y a du rouge dedans, parce que le rouge, au niveau de la colorimétrie, a une connotation de te donner faim et de te nourrir, en fait. Comme les paysagistes vont beaucoup avoir du vert et du marron, parce que ça te rappelle le vert des sapins, des forêts, et dans l'image, tu vas être attiré par le logo par rapport aux besoins que tu as. Donc là, ça va être important, mais à mon sens, ça va être important par rapport au niveau auquel tu veux scaler. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quand même un peu aussi une forme de détail là-dedans, dans les logos. Après, le nom, je prends mon exemple, hein. Moi, c'était objet référencement, en fait. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont chercher sur Internet quand ils vont avoir besoin de moi? Nuisible dans les Alpes, Nuisalpes, tu vois, ça sonne. Et en fait, le moteur de recherche, par définition, il va t'amener du là-dessus. coup, tu la trouverais super Ah ouais, rapidement. super rapidement. Pour moi, c'était Une comment évidence. référencer avec le nom qui colle le plus à ce que tu vas faire. Bon, ben, les gens, ils vont chercher nuisible, secteur les Alpes. Bon, bah, ils vont tomber dessus. Et franchement, honnêtement, ça l'a fait direct. Après, dans le logo, des fois, j'ai tendance à penser un peu comme toi, qu'on est des fois un peu trop focus sur ça. Et puis, ça va être complètement dépendant des personnes. T'en as qui vont dire, ah ouais, ça, c'est bien. T'en as d'autres qui vont dire, ah, mais non, celui-là, tu vois, ça Oui, le fait pas. c'est ça que je veux dire. C'est C'est... faire quelque chose d'accrocheur et propre, Ouais, mais après, tu sais que ça va pas convenir à tout le monde et que c'est pas ça qui va faire en soi que tu vas peut-être plus ou moins avoir de travail. ouais. Non, non. Voilà, on va dire que c'est une épingle parmi parmi plein de sujets, mais je pense que c'est pas accrocheur. Après, Gaëtan, comme tu dis, quand c'est des grosses structures où vraiment, là, ils ont ce qu'on appelle des community managers, ils ont des gens qui font Que de la com. que de la com. Bon, bah là, bien sûr, ils sont pointilleux sur tout, et comme tu dis, sur les repères de couleurs qui t'induisent des idées et compagnie, mais à notre échelle à nous, ça reste quand même. Ouais, Je pense que c'est plus ton kiff perso en tant que ouais, gérant de la société ou entrepreneur ouais, ou c'est ça, ouais, ouais. possesseur de se dire ah, j'ai un beau logo quand même, je suis Ouais, content. c'est J'ai ça, un ouais. beau nom, j'ai un beau logo, je Oui, suis oui, bien content. sûr, bien sûr. Mais, Ouais. mais sinon, moi je sais qu'à l'époque, quand j'avais fait, j'ai pas spécialement de logo, mais quand j'avais fait mes cartes de visite, quand je me suis lancé, je voulais quelque chose avec plein de couleurs pour, parce que j'avais envie que ça exprime la diversité et l'accueil en fait Mm, de toutes les pathologies et le monde de l'ergot. C'est des mains de couleurs mm. sur ma carte, elle est toute blanche avec mes coordonnées et juste des mains de couleurs qui entourent le texte. C'est ultra simple, mais tu vois, je cherchais quelque chose de simple et en même temps qui donne un peu cette image de vas-y, on prend tout quoi. Mm. Mais pareil, je me suis pas arrêté 1000 ans dessus. Bon, le nom, j'ai pas eu le trouver donc c'était facile. Et du coup, si c'était à refaire, est-ce que tu changerais certaines choses? Au niveau de la société, tu parles? Ouais, au niveau de la société. Ouais. Qu'est-ce que je changerais certaines choses? Non, non, c'est comme ça, c'est très bien. Ouais, tu ferais tout pareil. Ouais, c'est très bien. Non, non. Et au sein de ta société, toi, en tant que personne, c'est quoi où tu te sens peut-être le plus compétent ou surtout tu prends le plus de plaisir? Euh, alors là où je prends le plus de plaisir, c'est quand je me rends compte que je fais un service qui est vraiment nécessaire. Je te donne un exemple, ça va être le nid de guêpe chez la mamie qui est allergique et qui est en stress depuis 3 jours parce qu'elle a des guêpes dans sa maison. Où là, il y a une satisfaction quand même. Voilà, tu sais que tu rends un service qui est nécessaire. Et après, sur un aspect technique, parce que c'est pas forcément technique de retirer un nid de guêpe, mais sur un aspect technique, ça va être plutôt, tu vois, m'occuper de punaises de lit ou ce genre de choses. Où là, c'est vraiment, on peut croire que non, mais c'est vraiment très technique. Il y a une grosse recherche. Donc, quand tu arrives à éradiquer ce genre de problème, ça demande une certaine technicité et c'est pas à tous les coups que ça fonctionne. Donc, il y a un peu un petit challenge quand même quand tu fais ce genre de choses. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est appréciable quand tu bosses là-dessus, quoi. Du coup, par exemple, pour prendre le cas des punaises de lit, t'as pas une seule pratique qui va marcher à tous les coups Non, dans tous les lieux. non, c'est vraiment une pratique à adapter aux locaux dans lesquels tu te trouves. Et tu as certains cas extrêmes où il te faut vraiment beaucoup de matériel, il faut beaucoup de persévérance.
Et c'est au bout de plusieurs mois où tu y arrives. Voilà. Et après, avec l'expérience, tu sais, suivant les lieux, Ouais, quel produit faut mettre. bien sûr. Bien sûr, tu sais. Et ça t'as Ouais. dû quand même pas mal expérimenter au départ. Ouais. Au début, tu te casses. On en revient toujours au même truc. Hein. Tu t'apprends à. Tu tombes pour pouvoir marcher correctement. Ben, c'est exactement la même chose dans, dans ce genre d'activité-là. Donc là, oui, oui, complètement. Ok. Et après, est-ce qu'il y a un côté nocif et danger dans ce métier? Ouais, il y a un côté nocif et danger. Et ce côté-là, il est typiquement dépendant de ta façon de travailler. Donc si tu prends les choses à la légère, tu mets pas d'équipement de protection individuelle, que tu utilises des produits qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché, enfin des choses qui sont pas contrôlées, bah, concrètement tu t'exposes. Maintenant, si tu travailles correctement, tu gères tes déchets correctement, non, il y a, je pense, pas plus de danger que quelqu'un qui va utiliser chez lui un shampoing tous les jours, tu sais pas comment il est fait, et au final il se met un truc sur la tronche. Donc je pense que non, ça dépend de la rigueur que tu mets en fait à bosser, quoi. Du coup, toi, tu as un autre aspect aussi à gérer, c'est la partie logistique. Parce que Ouais. tu dois gérer tes produits. Mhm. Comment ça se passe par rapport à ça? C'est des produits qui ont une longévité quand même de vie, Mhm. que tu peux stocker pas mal de temps. Ouais, tout à fait. Ouais. Chaque produit, en fait, on va dire, a des conditions de stockage. Donc, tu essayes de les respecter au mieux que possible. Pareil, tu dois gérer aussi l'élimination quand tu utilises des produits comme ça. Bien qu'on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déchets quand j'utilise, admettons, je te dis quelque chose, un insecticide, je vais le doser pour qu'il soit pile poil adapté à la surface que je vais traiter et que j'ai aucun déchet à gérer, tu vois. Et tout en... T'es un chimiste en fait un peu. Non, 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 mais je suis un applicateur, mais Ouais. du coup, j'essaie de l'appliquer le mieux que possible. Et même au-delà de ça, j'ai envie de te dire, je travaille très très peu avec des produits chimiques. Vraiment, c'est la plupart du temps, j'utilise, tu vois, par exemple, si je reprends l'exemple des punaises de lit, j'utilise quasiment zéro produit chimique. Je vais travailler avec des moyens mécaniques, des moyens thermiques, de la chaleur ou du froid, mais quasiment pas d'insecticides. Donc ça, c'est aussi une plus-value. Tu arrives à te démarcher de certains autres, à te démarquer, pardon, de certains autres concurrents, dans la mesure où tu vas dans un hôtel, ben les gens, l'hôtel, la chambre, elle peut être occupée juste après ton passage, ce Hmm. qui n'est pas forcément le cas. Et donc du coup, ça plaît aussi à ton client, tu vois. Bien sûr. Bah ça, Clairement. Voilà. si tu es gestionnaire d'un hôtel, que tu peux éviter de perdre ta nuit derrière. Ah ben, chaque nuit que tu perds, c'est de l'argent perdu. Voilà. Et si en plus tu payes ton, ton professionnel pour enlever les nuisibles et qu'en plus tu le payes lui, puis tu perds des nuits ça fait vite des Ouais. coûts importants, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des manipulations où c'est un peu surprenant parce que j'en reviens par exemple euh, quand tu étais intervenu dans un de mes appartements Mm. où tu m'avais dit je vais mettre un fumigène Mm. et ça m'avait tu sais moi les fumigènes je vois ça dans les stades où t'imagines pas qu'il y a forcément cette pratique Ouais. de te dire on va allumer, on va faire péter un fumigène dans un appartement Mm. et ça va résoudre le problème quoi. Et ça a Ouais. très bien marché mais c'est vrai que du coup il y a plein de pratiques comme ça où je pense que si on rentre vraiment dans les détails, quand même, ça serait assez surprenant. Après, De je se dire- pense que tu as différents types de fumigènes, tu as différents... Ouais, bien sûr. Enfin, ne faites pas ça chez vous si Mm. vous n'avez pas les compétences. C'est plus... Ouais, ouais. Non, mais quand on entend ce que dit Stéphane et ce qu'il fait au sein de sa société, je pense qu'il y a plein de pratiques qu'on ne s'imagine pas, tu vois. Ah ben clairement. À quel moment tu te dis, par exemple, on est capable de mettre un fumigène dans un appartement et ça va résoudre des soucis. C'est clair. Donc, Ouais, je verrais plus un problème du coup si tu allumes le fumigène, Voilà. mais... Mm. parce qu'on n'est pas là-dedans. Ouais, ouais. Après, sinon, pour les rats, t'as la solution à l'ancienne, hein, fusil de chasse. Et... bon, faut refaire le placo après. Mais bon, Ouais, c'est ça. faut bien viser. Et du coup, par exemple, ouais, pour en revenir sur quelque chose qui est quand même vachement présent, quand t'as des rats ou autre, c'est comment tu mets en place ta stratégie? Bah déjà, ça part un petit peu du milieu de vie, ça veut dire est-ce que les gens chez qui j'interviens font en sorte à ce que l'infestation puisse se régler ou pas. Voilà. Concrètement, si tu arrives chez quelqu'un et qu'il n'y a pas un minimum d'hygiène, tu sais que ça va être déjà très compliqué. Très compliqué. Ensuite, bah forcément, tu vas avoir diverses solutions. Tu vas avoir les anticoagulants, les rodenticides, donc ce qu'on appelle la mort au rat, entre guillemets. Donc ça, c'est des produits. Tu vas avoir du piège physique, de la tapette, ce genre de chose qui est assez obsolète. En fait, tu t'adaptes un petit peu, surtout à ton client. Je te donne un exemple typique.
La personne, elle a des animaux chez elle, elle veut absolument pas que tu utilises de produits. Bon, bah, tu vas être sur du pêche physique, tu sais que ça va bien moins marcher, donc tu vas vraiment insister sur le fait qu'il faut que vous ayez pas de déchets dans la maison, il faut que voilà, vous fassiez super attention à avoir une hygiène irréprochable, à condamner les accès, à boucher les trous pour pas que ça circule. Tu vois, en fait, c'est plein de moyens qui te permettent d'avoir un résultat. Et donc après, ça, tu adaptes un petit peu en fonction du client que tu as et de ses Et du attentes. coup, que ce soit les rats, les abeilles, les punaises ou tout ce que tu traites, d'après toi, c'est quoi la chose la plus difficile à traiter? C'est les punaises de lit. Ou là où c'est C'est le plus compliqué de c'est le plus vraiment compliqué. faire partir, Ouais, que ouais, ça revienne pas. ouais. C'est dû, si tu veux, à la morphologie et au mode de vie de l'insecte, où typiquement c'est très compliqué. Je peux donner des exemples, hein. Sur Marseille, il y a des bâtiments qu'on n'arrive pas à traiter, par exemple, où en fait c'est des bâtiments qui sont détruits, carrément, parce qu'on peut pas éradiquer Parce le que c'est problème. trop infecté. Ouais, mais quand je te dis bâtiment, c'est des trucs de 20 étages, quoi, rasés, parce qu'on sait que derrière, tu pourras pas t'en débarrasser, même si tu mets personne pendant 1 an dans le bâtiment, voilà. Donc ça, c'est vraiment technique. C'est vraiment très technique à gérer. Ouais. Et en plus, les punaises, tu as du mal à les voir, non? Bah ouais, c'est un insecte qui est lucifuge, donc en Ouais. fait, il a peur de la lumière, donc il va vraiment se mettre dans des fissures, dans des coins super fins. Donc déjà, pour aller traiter là derrière, c'est compliqué. Et la morphologie de l'insecte, en fait, il résiste aux insecticides, parce qu'on lui en a tellement mis sur le nez que maintenant, bah, il y a eu une forme d'adaptation et il craint plus. On a des produits qui sont de moins en moins nocifs, parce que bah, la législation fait que on veut de moins en moins de toxicité, et c'est très bien. Donc du coup, bah, on a de moins en moins d'impact aussi sur les punaises. Donc ouais, il faut travailler, il faut être méticuleux. C'est du démontage, du thermique, du... Ouais, faut être très Donc au méticuleux. jour d'aujourd'hui, ouais, c'est vraiment les punaises le plus complexe à traiter, quoi. Ouais, à mon sens, c'est les punaises de lit, ouais. Et ça t'est déjà arrivé de refuser une intervention, un client, Ouais, pour X raisons, par exemple, ouais, la personne ne veut pas mettre en place des normes d'hygiène, par exemple, exactement. te dire bah non, moi Ouais, j'aurai pas de résultat donc j'interviens ouais, pas, c'est... ou quelque chose qui dépasse pour le coup tes compétences ou ton matériel disponible. Ouais. Non, alors en termes de compétences, j'ai toujours fait en sorte de m'adapter. Je te donne un exemple. Là, l'année dernière, j'ai traité un hôtel. Bon, il y avait une chambre qui était très problématique, on n'arrivait pas à traiter. Il a fallu que j'investisse dans quelque chose de très cher pour pouvoir traiter. Bon, bah, j'ai investi tout en sachant que bon, bah, une fois que tu as ton investissement qui est fait, bah, derrière, tu le rentabiliseras d'une manière ou d'une autre. Donc d'un point de vue technique, non. Par contre, d'un point de vue protocole, oui, ça m'est déjà arrivé de refuser d'intervenir chez des clients où tu rentres et tu arrives même pas à mettre un pied devant l'autre. Et tu sais très bien que si tu demandes un minimum de rigueur à la personne, ça va pas être fait. Et donc du coup, le résultat, il va pas être fait. Et tu sais très bien que derrière, la réputation, ça peut être, oh bah il est venu chez moi, il a pas réussi. Et j'avais pas envie de m'exposer à ça, donc non, il y a des fois où j'ai refusé. Je fais même signer des fois maintenant des protocoles aux clients pour qu'ils s'engagent à le faire, sinon Ouais. je refuse l'intervention. Mais au moins ça permet d'être carré des deux côtés. Ça permet d'éviter le client toxique. Ouais, c'est ça. Ouais, puis ça peut permettre aussi de les responsabiliser, Ouais, de bien se sûr. dire c'est tout bête, mais j'ai signé, donc je dois le faire. Ouais, Tu Et vois. pas juste Ouais. j'ai payé, j'ai pas de résultat. Ouais. et ouais. Ouais, parce que là, le résultat, il est vraiment garant de ce que la personne va faire derrière. Tu peux pas y arriver tout seul sur ce genre de truc. Ok. Et du coup, tu penses que c'est plus complexe de traiter chez les particuliers, dans les hôtels? C'est assez similaire. Non, c'est plus complexe chez les particuliers. Parce que le particulier, il a son mode de vie. S'il veut pas trop le changer, c'est compliqué. Dans un hôtel, en général, tu as toujours des chambres qui vont être, par exemple, très épurées. Tu as très peu de matériel. T'as pas de linge. Tu as une femme de ménage qui va passer tous les jours. Donc, tu es sur un truc quand même qui est relativement simple à traiter. S'il faut que la personne elle s'absente pendant quelques jours, c'est possible. Enfin, tu peux faire fermer la chambre, ce qui n'est pas forcément le cas tu vois, chez du particulier. Donc c'est plus facile à traiter dans un hôtel. Et comment ça se passe si, par exemple, demain on t'appelle, voilà, faut venir faire une désinfection dans une chambre ou dans un hôtel complet, et que c'est urgent? C'est comment ta procédure? C'est d'abord je viens, je fais un devis? Ou... Parce qu'en fait c'est compliqué, je me mets à ta place, c'est compliqué, tu sais pas réellement comment ça va se Ouais, passer, le temps que tu vas y passer, mm, le produit que tu vas utiliser, si ouais, tu vas venir une fois, deux fois. mm. Ah ouais, c'est ça. Bah déjà, ce que je fais, alors je travaille avec un maître chien, moi, donc sur les punaises de lit.
Donc on travaille ensemble. Donc quand on est sur des hôtels comme ça, je fais venir le chien avec son maître chien. Et le chien est formé à détecter la punaise. Donc déjà, ça me permet de cibler quelle chambre est impactée ou pas impactée. Parce que moi, je peux faire un diagnostic visuel, mais c'est pas, si tu veux, il n'est pas certificatif. C'est-à-dire que je vais te dire, bon, allez, il y a 80% de chances qu'il n'y en ait pas, mais il peut y en avoir. Le chien, tu vas être proche du 100%. Donc le chien, il passe, il te dit s'il y en a ou pas. Donc déjà, ça me permet de cibler. Ensuite, en fonction de la superficie de la chambre et du niveau d'infestation, je sais le nombre de passages que je vais faire dans cette chambre, approximatif, hein. Et du coup, ça me permet de faire un devis adapté en fait à ça. Voilà. Tout en sachant que après, au bout d'un moment, je te donne l'exemple pour des clients particuliers, mais si je dis au client, bon bah là, il y aura 2 ou 3 passages chez vous, s'il y en a 4 ou 5, je m'arrange pour pas lui faire payer quoi. Parce que concrètement, voilà, si la personne joue le jeu et compagnie, je sais qu'après c'est des coûts et puis voilà, ça fait partie un peu du job aussi quoi, tu vois, d'être conciliant quoi. Mais ouais, ça a dû vraiment être une expérience. Mais là, La première fois que tu, par exemple, tu traites les hôtels et que tu sais pas vraiment comment tu vas t'y prendre, comment tu je pense que vas. là, c'est les 5 ans de recul là, Ouais. qui sont Ouais, ouais. intéressants pour faire un devis aujourd'hui en disant, bon, bah, là, dans telle situation, il va y avoir. T'as déjà une fourchette dans ta tête de dire. Ouais, ouais. Donc ouais, t'as dû avoir vraiment des situations de. Ouais. Je me pose des questions, J'essaye, je tombe. j'essaye. Je me relève. Oui, oui, c'est ça. Puis les gens comprennent pas, quoi. Tu leur dis, il va falloir 3 passages. Les gens, Mm. des fois, ils te voient venir. Ils te disent, attendez, 3 passages, vous m'avez pris pour une banque ou. Donc, c'est à toi de leur expliquer. Moi, mais non, en fait, je vous explique pourquoi. Plusieurs passages. Techniquement, là, il y a des œufs qui vont éclore dans tant de jours. Donc, du coup, vous allez avoir une nouvelle infestation. Donc, il faut repasser tant de jours après. Enfin, tu vois, faut être technique pour le coup. Et c'est ce que je te disais, il faut être technique pour les punaises de lit. Ok. Et à contrario, ce qui est entre guillemets le plus simple à traiter, ça serait quoi? Bon, les nid gap. Les nid gap, c'est du one shot, quoi. Tu viens, tu mets ton produit, t'attends qu'il agisse, et puis tu retires ton nid, et puis terminé, quoi. Ok. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des insectes que tu traites pas encore et sur lesquels tu souhaiterais te former ou tu fais vraiment le panel le plus large possible? Non, je fais pas du tout le panel le plus large possible. Tu vois, par exemple, je m'occupe pas de tout ce qui est insectes xylophages, donc tout ce qui est insectes qui attaquent le bois. Parce que là, ça demande quand même certaines compétences. Et j'ai pas fait de formation particulière. On en revient à ce que Gaëtan disait, il faut se former avant de. Et au niveau de la charge de travail que j'ai actuellement, je préfère rester dans, on va dire, ce que je maîtrise et ça me convient parfaitement. Donc c'est vrai que je me suis pas du tout penché sur ce type de. Mais c'est intéressant, tu vois, ça Ouais. revient un petit peu à. Tu as quand même ton secteur dans lequel tu Ouais. développes pas mal de choses, Mm. mais tu te spécialises aussi quand même. Ah, mais, Ouais. Oui. Bien sûr. De toute façon, tu es obligé. Quel que soit le métier que tu entreprends comme ça, tu as toujours tellement de facettes possibles du métier que si tu te spécialises pas dans une branche ou dans un domaine, c'est pas possible de tenir et d'avoir toutes ces infos et d'être Ouais. compétent dans tout. Même après 20 ou 30 ans de carrière, c'est impossible d'être compétent dans tout. Tu auras toujours des trucs où tu vas te planter, des nouvelles situations qui vont émerger et auxquelles il va falloir continuer à te mettre à jour, à te former. Et enfin, pour moi, je vois le truc comme impossible, comme tu dis, Mm. de vraiment avoir tout le panel. Même moi, tu vois, dans mon métier, je me cantonne déjà du 7 au 107 ans. Le 0,7 ans, j'y touche pas. Parce Mm. que il y a de la demande, mais j'ai préféré m'associer avec une personne pour qui, elle, a envie de s'orienter là-dedans et de se former là-dedans, plutôt que de moi augmenter mon champ de compétences alors que j'ai déjà pas le temps de prendre tous les gens qui sont dans mon champ. Donc, et du coup, c'est là où ouais, c'est important, je pense, dans les premières années, justement, comme tu dis, de s'orienter et d'aller de spécialiser dans un domaine où, comme toi, tu es en train de le faire aujourd'hui dans le coaching. Hein. C'est vraiment se spécialiser dans un truc, devenir quasiment expert dans son domaine et savoir surtout avoir l'humilité de réorienter sur les personnes plus compétentes si on vient de te demander dans un autre domaine. Je pense que ça aussi, c'est Ouais, non, mais c'est important ça. et c'est Tu vois, honnête. moi, là, je pense à une personne qui m'avait envoyé un message. Elle m'avait dit comme quoi elle appréciait beaucoup le contenu de mobilité et elle suit la formation, tu vois, du dos. Ouais. Et donc, elle avait ressenti ça que c'était bien à ce moment-là d'avoir une personne, entre guillemets, dédiée à ça. Et tu vois, qui soit un petit peu experte. En plus, moi,
je l'ai vécu, tu vois. Donc, j'ai expérimenté moi-même les exercices. Et du coup, ça te donne vraiment le recul pour ajuster et vraiment que ça soit pas the best produit, mais vraiment un bon produit, tu vois. Oui, bien sûr. Que quand tu as plusieurs offres, en fait, tu pars un petit peu dans tous les sens, quoi. C'est ça, bien sûr. Au final, tu survoles tout, mais tu vas jamais vraiment dans le vif du sujet, dans le concret, dans ce qui est tu vas survoler, donc tu vas pouvoir résoudre les problèmes de 60, 70 personnes, 70% des personnes qui vont suivre le truc. Mais les 30% qui ont besoin du petit détail qui change tout, bah, tu les toucheras jamais. Alors que si tu te perfectionnes dans un domaine, et bon, toi en plus tu l'as vécu, donc tu peux aller là-dedans, c'est là où tu vas aller chercher ces 30% et là où tu vas ressortir et tu vas te démarquer par rapport aux autres professionnels de ton secteur. Mais ouais, tu vois, par exemple, là, j'accompagne pas mal de nageurs. Bah, déjà parce que moi, j'ai nagé pendant 15 ans. Donc, ça me plaît. En plus, j'ai le diplôme de maître nageur. Plus à côté, je continue à me former. Donc, je me sens en adéquation, tu vois, vraiment avec ça. Totalement. Si demain, on vient me demander une prépa spécifique pour du hockey sur glace, ben, franchement, en toute franchise, soit je connais quelqu'un et je vais l'orienter, soit je vais lui dire, ben non, franchement, là, cette fois-ci, je passe mon tour, tu vois. Ben oui. Donc, Moi, je trouve ça humble et honnête Ouais. de faire ça. C'est comme si toi, demain, t'as quelqu'un qui vient te voir pour des termites. Et du coup, et tu dis, ouais, t'inquiète, je m'en occupe. Et qu'en fait, tu sais pas ce que tu fais n'importe quoi. Et voire même, tu crées plus de dégâts que. Ouais. C'est humble, honnête et pro même. Ouais. Tu vois. Carrément. Parce que. ouais, c'est surtout pro. Ouais. Après que tu sois humble et sincère, entre guillemets, Ça va dans le professionnalisme. oui, mais entre guillemets, la personne, elle s'en tape, tu vois, en face. Elle, juste qu'elle recherche, c'est quelqu'un de professionnel. Donc, soit il peut t'apporter la réponse, soit il est pro et il peut pas te l'apporter, il te le dit, tu vois. Oui, mais du coup, pour moi, ça fait partie du professionnalisme. Ouais, il y a un lien. Pour moi, un pro qui est pas humble et honnête, c'est pas un bon pro. Et du coup, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de te rendre sur des lieux, surtout, je pense, au départ, en te disant, je vais tester des choses, tu vois, sans forcément facturer, Oui. quand Oui. t'as dû expérimenter. Ouais, complètement. Ouais. Et ouais, je te donne un exemple. Je suis pas fan du tout de. Alors, ça peut paraître complètement à l'opposé de ce que je fais, mais je suis pas fan de tuer du tout. Donc, en fait, ce que j'ai pas mal expérimenté et que je continue de faire d'ailleurs, parce que ça fonctionne sur certaines conditions, mais en fait, c'est de retirer les insectes vivants et de les déplacer. Parce qu'en fait, tout ce qui existe sur la planète n'a pas apparu par hasard, et je veux dire, il y a une nécessité de tout. Enfin, la vie, c'est ultra complexe et on a besoin de tout. Et tu prends l'exemple des guêpes, et les guêpes, on en a besoin, vraiment, concrètement. On peut pas éradiquer des guêpes juste parce que ça nous plaît pas. Et donc, en fait, truc tout bête, tu vois, je me suis habitué à prendre les nids de guêpes, les déplacer, les arracher, les déplacer avec les individus, les déplacer à une certaine distance, parce que tu sais qu'un hyménoptère, il va se repérer sur 3 km à peu près, sur 3 km. Si tu le lâches dans les 3 km de là où tu l'as intercepté, il va retourner à son point de nidification initial. Si tu le déplaces à plus de 3 km, il ne reviendra pas. Donc prendre un nid de guêpe qui est dans une véranda et puis le déplacer dans une forêt à 4 km, ben, le client, tu lui as enlevé le problème. Les guêpes, tu les as pas tuées. Et au final, chacun y trouve son intérêt. Donc tu vois, ça c'est des trucs que j'ai pu expérimenter, qui fonctionnent, pas dans tous les cas, mais qui fonctionnent dans certains cas particuliers. Et donc du coup que je mets en œuvre. Pour faire un petit parallèle avec ce qu'on vient de dire, du coup, tu produis ton propre miel. Et du coup, comment ça s'est passé pour que tu tires à aller vers ça et qu'est-ce qui te passionne? Du coup, ma femme, son père, il a des abeilles depuis très longtemps. Donc je me suis un peu intéressé avec lui. Je suis allé voir une fois ou deux comment il faisait. Et puis du coup, ça m'a plu. Et du coup, j'y suis allé dedans. Et puis là, ça fait 8 ans. Et puis c'est technique, donc c'est plaisant. Et du coup, maintenant, je suis, on va dire, Enfin, je me débrouille, quoi. Je me débrouille là-dedans, quoi. Autonome. Voilà, je cherchais le mot. Et en termes de temps, j'ai pas la notion de combien de temps ça peut prendre. C'est relatif au nombre de ruches que tu peux Oui, avoir. bien sûr. Par exemple, toi, tu as combien de ruches? Moi, j'en ai une dizaine. Voilà. Pour une dizaine, Ouais, c'est une quoi un dizaine petit de peu? ruches, il te faut bien, on va dire. Alors, l'hiver, t'as pas de contraintes. Hein. L'hiver, du coup, c'est de quel mois à quel mois? L'hiver, chez les abeilles, ça va commencer à aller aux alentours du mois d'octobre.
Voilà. Ok. Donc aux alentours du mois d'octobre jusqu'à la mi-mars, début avril, tu es tranquille. Voilà. Donc c'est uniquement du nettoyage de matériel, ce genre de choses. Tu le fais une fois et puis c'est fait quoi. Mais tu vas pas à la ruche, quoi. Mais tu vas pas à la ruche. Alors tu y vas, tu vas simplement surveiller qu'elles aient des provisions pour passer l'hiver. Mais bon, les 3 quarts du temps, elles ont des D'ailleurs, ça c'est provisions. intéressant en termes de provisions, du coup, qu'est-ce Ouais. que ça mange? Ah bah ça mange du miel, les abeilles. Les abeilles, elles font le miel pour elles à la base. Nous, on le pique. Voilà. Donc Du coup, après, toi, faut que tu vérifies que sur cette période-là, ouais, elles aient du miel. ouais. Bah, si tu veux, en fait, ça se prépare en amont. C'est-à-dire qu'avant l'hiver, il faut que je fasse en sorte qu'elle soit gorgée de miel. Voilà. Ok. Donc en fait, dans une ruche, ce qu'on récupère, c'est le surplus de miel. On va mettre ce qu'on appelle des hausses. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des ruches l'été qui sont vachement hautes. En fait, c'est des étages qu'on leur rajoute dans lesquels elles vont stocker du miel en plus. Toi, ces hausses-là, tu vas les récupérer. Par contre, ce qu'il y a dans le corps de la ruche, c'est le miel qu'il aurait nécessaire pour survivre l'hiver. Et ça, il faut jamais l'emprunter, en fait. Voilà. Ok. J'avais pas du tout conscience de ça. Ouais. Moi non plus. Ah ouais, si. Et du coup, en termes de temps, t'allais dire? En termes de temps, bah, du coup, ouais, la période entre avril et juin, c'est assez sollicitant. Il faut y aller une fois tous les 5-6 jours pour contrôler. En fait, si tu veux, tu as des colonies qui vont énormément se développer à cette période de l'année. Et le risque, c'est que si elles se développent beaucoup trop, elles soient à l'étroit dans la ruche. Et lorsqu'elles sont à l'étroit, elles font ce qu'on appelle un essaimage. Donc elles vont se diviser en deux. Là, tu vas avoir la moitié de la population qui va quitter la ruche. Et donc du coup, bah, si tu as la moitié d'abeilles en moins, tu as la moitié de miel en moins, voire pas du tout. Et donc dans ces moments-là, tu fais quoi? Tu rajoutes une ruche pour qu'elle puisse aller dans l'autre ou toi tu les déplaces Eh ben, alors si tu arrives à les intercepter, tu peux les récupérer et les mettre dans une autre ruche, dans une autre ruche, et dans ce cas-là, tu as doublé ton nombre de ruches. Si jamais tu peux pas l'intercepter, tu as perdu la moitié de ta ruche. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion de l'essaimage, et ça intervient au mois d'avril, où tu as des ruches qui vont passer de 30 000 à 60 000 abeilles au mois de juin. Tu vois, au mois de juin, une ruche qui est costaud, c'est 60 000 abeilles, à peu près. C'est énorme. Ouais. Et pour la récolte, comment ça se passe? Alors pour la récolte, donc du coup, en fait, on va mettre ces fameuses hausses. Yes. Tu as deux possibilités. Soit ta ruche, tu la laisses au même endroit et tu vas avoir ce qu'on appelle un miel de fleurs. Donc elles vont aller butiner sur tout ce qu'elles trouvent et puis elles vont te le ramener dans la ruche. Donc à la fin de la saison, aux alentours du mois de septembre, tu peux récolter. Ou alors tu fais ce qu'on appelle les transhumances. Tu vas aller sur des cultures monoflorales, de la lavande, du thym, je sais pas, enfin, du romarin, tu vois. Et à ce moment-là, tu sais que la fleur, elle va produire du nectar de telle période à telle période, et une fois qu'elle s'arrête de produire, ta fleur, tu le vois, hein, parce que la quantité de miel s'arrête de s'accumuler, bah là, tu prends tes hausses et tu vas extraire à ce moment-là. Voilà. Ok. Et quand tu récoltes sur combien de temps, combien de jours? La récolte, en fait, ça se fait sur grosso modo 2 jours. Tu vas avoir un jour où tu vas retirer tes hausses, voilà. Donc tu enlèves tes hausses des ruches. Et sur une autre journée, tu vas faire comment on appelle ça, l'extraction. Donc tu vas couper tes cadres de hausse, tu vas passer ça dans une centrifugeuse qui va extraire le miel et tu vas le mettre en maturateur et puis ensuite en pot. Voilà. Ok. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, avec 10 ruches, ça fait à peu près combien de kilos de miel, 10 ruches? C'est totalement variable d'une année à l'autre. C'est un peu comme les oliviers, c'est une année sur deux? Non, c'est toutes les années. Toutes les années, tu peux faire ton Non, mais miel. je veux dire, par exemple, souvent, les olives, c'est une Ouais. année ça produit beaucoup, une année ça produit pas Non, trop. non, une les année fleurs, beaucoup. les fleurs, non. En fait, les fleurs, ce qui va être concrètement, ce qui va faire que tu aies du nectar ou pas, c'est le climat. Voilà. Si pendant la période de la récolte, par exemple, tu as une grosse pluie, bah, les abeilles, tu sais que déjà, elles vont pas sortir parce qu'il pleut. Ensuite, ton nectar qu'il y a sur les fleurs, il va être lessivé par la pluie et donc, du coup, tu n'auras pas de récolte. Tu vois. Ou alors, si tu as, par exemple, les 2-3 mois qui précèdent ta floraison, tu n'as pas d'eau, bah, tes fleurs, elles vont pas donner de nectar. Et donc, du coup, tu n'auras pas de récolte. Donc, tu vois, c'est ça qui est. Ouais, donc c'est vraiment tributaire de la météo. Ah, c'est tributaire de la météo à 100%. À 100%. Mais du coup, une année normale ou une bonne année, Une année normale, tu peux faire. Alors, moi, par exemple, les bonnes années, je fais 60 kilos par ruche de miel, 60 kilos par ruche. à peu près. Donc Voilà. ça Ça te fait fait 600 kilos de miel. Ouais, pour ça 10 peut faire ruches. ça, ouais, à peu près. Quand ça tourne, hein, il faut que toutes tes colonies se portent bien et compagnie, mais c'est à peu près ça. Et sachant que tes 60 kilos, elles vont les rentrer sur 15 jours. Sur 15 jours, elles vont rentrer 60 kilos des abeilles. Donc c'est énorme. Faut être réactif. Hein. Ouais, ah ouais.
Et si tu leur fais pas de place, à chaque fois qu'elles rentrent du miel, il n'y a plus de place dans la ruche, il y a trop de miel par rapport à la place de disponible, eh ben, il se passe ce que je te disais, processus d'essaimage, elles se divisent pour laisser de la place. Donc ça, il faut vraiment le gérer, être très présent à cette période, tous les 2-3 jours, aller vérifier, parce que tu sais que tous les jours, elles vont te rentrer 3-4 kilos de miel des fois. Donc ouais, il faut être actif. Et ça bosse bien. Et c'est technique. Ah ouais, non, mais les abeilles, c'est incroyable au niveau de leur mode de vie et de l'intelligence de la vie de l'abeille. Je te jure, tu remets presque tout en question. Mais vraiment, quoi. Et souvent, on parle du rôle de la reine. Ouais. Du coup, concrètement, c'est quoi son rôle? La reine, c'est la seule abeille qui est féconde dans une ruche, donc qui donne des naissances. Donc sur 60 000 abeilles, t'en as qu'une seule qui est capable de donner des naissances. Ça va être la reine. C'est la seule qui est capable. La seule qui est... c'est la seule qui est capable, en fait. Les autres, elles peuvent pas se reproduire. Elles peuvent pas se reproduire. Non, elles peuvent pas se reproduire. En fait, ta reine, si tu veux, à la base, c'est... comment est-ce qu'on devient... une abeille devient reine? Tu vas prendre une série d'œufs qu'il y a dans une ruche, et les abeilles, elles vont prendre un œuf en particulier, le plus joli. Elles vont se dire, lui, il a une bonne génétique. Elles vont le nourrir avec de la gelée royale. Et en fait, cette gelée royale va booster la croissance de l'œuf, qui fait que ça va devenir une reine. Ça va se transformer en Pokémon. C'est ça. Incroyable. Et donc cette reine-là, au début de sa vie, elle va sortir de la ruche, elle va se faire féconder par une dizaine de mâles à peu près, et quand elle va revenir à la ruche, elle sortira plus jamais de la ruche, et son rôle, ça sera de pondre et uniquement de pondre. Donc la reine, quand elle est en période de ponte, elle va pondre 2000 œufs par jour, à peu près, dans la ruche. Et ça, du coup, ça se passe essentiellement quoi, l'été? Alors ça, voilà, la ponte, tu l'as toute l'année, plus ou moins D'accord. toute l'année, sachant que là où tu as le plus de ponte, c'est entre avril et juin. Voilà. Entre avril et juin, c'est l'explosion, tu es à 2000 pontes par jour à peu près. Voilà. Et donc du coup, au-delà de pondre, cette reine, elle assure la cohésion des abeilles par la diffusion de phéromones. Donc c'est elle qui peut dire, tiens, je sens que la ruche est attaquée par quelqu'un, elle va diffuser des phéromones d'agressivité par une glande, la glande de Nazanov, qui est sur les reines. Et donc, du coup, elle va forcer les abeilles à devenir agressives et à te sauter dessus. Tu vois, C'est vraiment un Pokémon. Elle a super tout pouvoir et tout. fonctionne. Ah non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ok. Enfin, là, on pourrait vraiment parler Ouais, des ouais. heures pour le coup des abeilles. C'est fascinant, vraiment. Ouais, rien que la transformation en reine qui peut dire Ouais. à sa tribu, Ouais. en gros, T'imagines qu'une personne, elle gère 60 000 individus. Ouais. Mais tu as aussi les abeilles qui gèrent la reine. C'est-à-dire que les abeilles peuvent aussi prendre la décision de tuer la reine pour la remplacer si elle fait pas son taf. Enfin, tu vois, il y a... ça arrive régulièrement, ça? Ouais, quand C'est t'as la des, révolution. quand t'as des reines vieillissantes, en effet, ouais, ça peut, elles peuvent dire, bon, elle fait plus le boulot, on la zigouille, on prend un autre œuf, on lui remet de la gelée royale et on redéveloppe une nouvelle reine, tu vois. Ok. Voilà. Et c'est quoi la durée de vie à peu près? Une reine, c'est à peu près 5 ans, la durée de vie d'une reine. Une abeille, c'est 30 jours. 30 jours? Ouais. Et la seule différence, c'est que l'œuf de la reine a été nourri à la gelée royale. À la base, c'est un œuf classique. C'est juste cette nourriture à la gelée royale qui fait que ça va lui donner toutes ses propriétés de longévité, qui va lui permettre de vivre 5 ans, d'être super féconde, d'être... Oui, parce que j'allais te poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce que ta ruche, elle soit en surconsommation de population? Mais du coup, En surpopulation, tu veux dire, Oui. ouais. Ben, mais si ça dure 30 jours, du coup, t'as pas vraiment de risque. ben, Si, ça peut en fait, arriver. si tu veux, chaque abeille vit 30 jours, mais vu que ta reine, elle pond 2000 œufs par jour, Ouais. en fait, si tu veux, tu vas avoir une grosse population, et c'est en fait ce qui va faire que la population s'effondre, c'est l'arrêt de la ponte. Et ça, la reine, elle le régule en fonction du climat. Pourquoi est-ce que la reine, elle pond autant d'œufs à cette période-là? C'est parce que le mois de juin, c'est là où tu as le plus de fleurs, donc elle fait beaucoup d'abeilles pour qu'on récolte beaucoup de miel pour que tu puisses passer l'hiver serein, tu vois. Et pareil, juste un peu avant l'hiver, tu vas avoir une augmentation, la reine va recommencer à pondre beaucoup d'œufs, parce qu'en fait, elle sait que l'hiver, il va y avoir beaucoup de mortalité avec le froid, donc elle fait beaucoup d'abeilles pour anticiper le nombre d'abeilles mortes que tu vas avoir. Du coup, elle régule. T'es jamais en surconsommation dans ta ruche. Non, tu n'es jamais en surconsommation. C'est elle qui régule. C'est elle qui régule tout. Ouais. C'est Ouais. elle qui régule tout. Incroyable. C'est incroyable. Mais je te dis, c'est fascinant. Tu prends la relation entre l'abeille et une fleur, tu pourrais te dire, tout est vivant, quoi. Même la fleur, quoi. La fleur perçoit les vibrations de l'aile de l'abeille. Elle va générer des poussées de nectar au moment où l'abeille arrive. Quand l'abeille se pose dessus, tu as des muscles dans les tiges des fleurs qui remuent les fleurs pour leur faire tomber du pollen sur l'abeille pour faire la pollinisation. Enfin,
quand tu rentres dans le détail des trucs, tu te dis, mais tout est vivant, quoi. C'est incroyable. Et parmi les 60 000 abeilles, elles ont toutes le même rôle ou pas forcément? Elles ont des rôles un petit peu Ben, abstraits. le rôle de l'abeille, il est conditionné par l'âge de l'abeille. Donc, de 0 à 7 jours, tu vas avoir les premières abeilles qui sont ce qu'on appelle on appelle ça des nourricières. Donc, elles vont prendre le nectar, le pollen, et elles vont nourrir les larves et les œufs. Les 7 jours d'après, elles vont être nettoyeuses, donc elles vont évacuer tous les cadavres de la ruche, elles vont désinfecter la ruche avec de la propolis. Les 5 jours d'après, elles vont être magasinières, elles vont prendre le nectar des butineuses et elles vont le ranger dans les alvéoles. Ensuite, sur leur quasi fin de vie, pendant 5 jours, elles vont aller récolter le miel. Donc en fait, les abeilles que tu vois qui vont butiner, c'est juste une toute petite partie de leur existence en fait, hein, ça dure 5 jours. Et ensuite, la dernière partie de leur vie, elles sont ce qu'on appelle éclaireuses. Donc elles partent chercher des champs où il y a des fleurs. Elles retournent à la ruche, elles indiquent l'emplacement des champs avec les fleurs, la quantité de fleurs, le type de fleurs, elles indiquent tout ça en fait. Et c'est Ok, fascinant. énorme. c'est fascinant. Et On n'a pour rien rebondir inventé. sur la propolis, Ouais, par exemple, toi, dans une ruche que tu as, est-ce que c'est possible d'en extraire? ouais, Ok, et c'est une pratique que tu as déjà fait? ouais, je le fais, ouais. Je le fais. Parce que c'est vrai que ça a plein de bienfaits, Plein la de propolis. vertus. Tout ce qui est issu de la ruche, c'est plein de vertus. Et Donc oui, c'est là. vrai, un exemple typique, à un moment donné, Ouais. j'avais beaucoup une crème hydratante Ouais. à base de propolis, mais c'est incroyable comme Ah qualité. ouais. Ah, c'est dingue. La propolis, c'est, si tu veux, une sorte de sève qu'elles vont récupérer sur les arbres. Et en fait, les abeilles s'en servent dans 2 optiques particulières. C'est la première optique, c'est boucher les fissures pour éviter les courants d'air à l'intérieur de la ruche. Donc elles font des réparations avec la Ah, propolis. c'est pour ça qu'on dit que c'est bien pour cicatriser tout ça aussi. Ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Ok. Et alors, la cicatrisation, c'est plus le deuxième aspect de la propolis, c'est la désinfection. Ça veut dire que, je te donne un exemple, en plein hiver, quand il fait très froid, que les abeilles ne peuvent pas sortir, s'il y a des abeilles qui meurent, elles vont les embaumer dans de la propolis pour que les microbes se diffusent pas dans la ruche. Donc en fait, elles font une espèce de sarcophage en propolis qui est désinfectante, et elles vont attendre le début du printemps pour les extraire. C'est excellent. Et franchement, on voit que ça le passionne de ouf. Ah, Hein. mais oui. Ah, il faut te renseigner, hein, c'est... ouais, c'est... Ouais, c'est technique, hein. c'est vraiment une passion chez toi. Ouais, c'est... Non, mais C'est incroyable. c'est surtout qu'il faudra qu'on fasse un autre podcast juste là-dessus. Ah bah les abeilles, si tu veux, on peut en parler des heures, c'est... Et du coup, là, tu les gères vraiment seul, les ruches, ou tu es toujours un petit peu avec Non, ton non. beau-père? Non, je les gère seul, ouais. Ouais. Ok. Ouais. Et en termes de danger, parce que souvent, c'est vrai que ça fait peur, même Ouais. si on a des combinaisons ou Ouais. du matériel. Alors, Quelle est la relation risque-danger par rapport aux bénéfices en fait, le danger, il va être un peu, on va dire, dépendant de le moment où tu ouvres la ruche. Voilà. Si tu ouvres par un temps d'orage, c'est dangereux. Si tu ouvres la nuit, c'est dangereux. Voilà, il y a des moments où il faut surtout pas ouvrir. Et ensuite, il va être aussi dépendant de la génétique de l'abeille. Tu as des abeilles, par exemple, tu prends les abeilles qu'on a dans les Alpes, initialement, les abeilles noires de Provence. C'est des variétés qui sont assez agressives. Voilà. Tu prends par exemple les abeilles caucasiennes ou les buckfast, c'est d'autres variétés d'abeilles. Hein. C'est des abeilles qui ont un tempérament génétique super doux. Tu peux manipuler sans gants, sans protection presque, j'ai envie de te dire. Je m'amuse pas à faire ça parce que. Mais voilà, le danger, il est dépendant de ça en fait, du moment où tu ouvres et de la génétique de l'abeille. Voilà. Et à partir du moment où tu as une combinaison, tu as des risques ou pas? Ouais, t'as des risques. Moi, je me fais piquer. Ok, donc Systématiquement. la combinaison, t'es pas invincible. C'est pas invincible. Surtout que quand tu fais du travail aux ruches, c'est toujours un peu physique, donc tu bouges un peu. Souvent, tu as le pantalon qui se relève, la cheville qui est à l'air libre, et bim, ça pique à la cheville, ça pique au niveau des gants. Des fois, tu as mal fermé ton voile, et puis tu en as une qui est à l'intérieur du voile, donc tu es là, oh punaise, c'est pas eu de mon côté, toi. Donc voilà, après tu. Et ça t'arrive régulièrement? Ah ouais, moi je prends une vingtaine de piqûres chaque année. Hein. Ouais. Ok. Ouais. Oui, donc tu as conscience au moment où tu y vas et que tu vas ouvrir la ruche Ouais. que potentiellement il y a un risque. Ouais. Alors après, ce risque, on le diminue. C'est pour ça qu'on utilise, tu sais, de la fumée. Hein. Je sais pas si tu as vu. Hein. En fait, la fumée, c'est simplement pour... je t'ai dit, les abeilles, elles fonctionnent avec des odeurs. Donc quand elles se sentent agressées, elles vont diffuser des phéromones d'agressivité. C'est pour ça qu'on se parfume pas. Dans le parfum, il y a de ces phéromones d'agressivité-là. Donc on se parfume pas quand on va aux ruches. En fait, cette fumée, elle sert à brouiller ces phéromones. Il n'y a plus de communication en fait au moment où tu ouvres la ruche. Comme si elles avaient un brouillard un peu. Et ouais, tu leur mets de la fumée, elles sont incapables de distinguer du coup ces phéromones-là. Voilà. Et le deuxième aspect de la fumée, c'est que tu leur fais penser qu'il y a le feu. Donc du coup, en fait, elles veulent évacuer la ruche. Elles se gorgent de miel pour emporter le maximum de réserve. Et lorsqu'elles sont gorgées de miel,
elles sont incapables de sortir le dard. Elles ont le ventre plein et les muscles qui font sortir le dard ne fonctionnent plus. Enfin, fonctionnent moins bien. Donc c'est un peu ça l'intérêt de la fumée en fait. Ok. Donc tu mets de la fumée à chaque fois que tu ouvres la ruche. Systématiquement. Si j'ai pas de fumée, j'ouvre pas la ruche. Ok, sinon elles sont Sinon je me fais... trop agressives. Ouais. Je m'amuse pas à ça. Ok. Et quel périmètre il doit avoir entre chaque ruche? Tu fais un feeling? Quelques centimètres suffit. Ok. Ouais, tu peux mettre 50 cm, ça suffit. En fait, l'abeille, elle est capable de se repérer à 20 cm près. Ça veut dire que même si tu décales ta ruche, eh ben, ça sème le trouble. Quand elles reviennent de leur butin, elles arrivent à un endroit, elles voient pas la ruche, elles vont tourner en rond, et puis il va falloir peut-être 5-6 jours pour qu'elles captent que la ruche est à 50 cm à côté. Tout est parfaitement... Il y a un GPS incroyable, elles se repèrent par rapport au soleil, mais il y a un GPS incroyable sur les abeilles. Donc il faut leur laisser quand même le même environnement et le même contexte, quoi. Ouais, tout à fait. Et quand tu les déplaces, tu vois, par exemple, moi je les déplace, je les mène sur la lavande, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est plus de 3 km. Si tu les déplaces à moins de 3 km, elles vont revenir à l'ancien emplacement. Et quand tu les déplaces du coup à plus de 3 km, Ouais. c'est quand même assez simple ou il y a vraiment un temps d'acclimatation? Non, c'est du jour au lendemain. En fait, quand tu les déplaces à plus de 3 km, donc le matin, quand elles vont sortir de la rue, parce que tu les déplaces la nuit, forcément, tu attends qu'elles soient toutes dedans pour les déplacer. Le matin, quand elles vont sortir, elles vont reconnaître qu'il y a un bins, et en fait, elles vont faire ce qu'on appelle un soleil d'artifice. Donc, elles vont sortir de la ruche, elles vont voler en cercle autour de la ruche, et en fait, elles vont faire une sorte de sphère. Elles vont voler en sphère autour De pour repérage. calibrer leur emplacement par rapport au soleil, et en fait, elles vont adopter ce nouvel emplacement. Voilà. Calibration du GPS, et C'est ça, reparti, quoi. exactement. Et du coup, par exemple, si nous on va faire nos fameux Ouais. et qu'on passe limitrophe à côté d'une ruche, Mhm. du coup, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il y a vraiment un périmètre entre guillemets de sécurité à garder? Ouais. Est-ce que c'est dangereux de s'approcher vraiment d'une ruche? Qu'est-ce qui peut nous arriver? En fait, c'est dangereux dans la mesure où tu passes devant la ruche. Tu peux passer à 30 cm derrière sans qu'il se passe rien du tout. Derrière, c'est pas dangereux? Derrière, il n'y a pas de risque. Par contre, devant, en fait, les abeilles, quand elles sortent de la ruche, elles sortent en ligne droite sur, grosso modo, une cinquantaine de mètres. Et ensuite, une fois qu'elles ont fini leur ligne droite, hop, elles partent en l'air, et là, elles s'orientent et elles partent là où elles veulent aller. Et en fait, si tu es dans cette course-là de 50 mètres devant l'accès de la ruche, quand elles sortent, si elles te tapent, elles peuvent piquer. Et le problème, c'est que quand elles piquent, elles te laissent un phéromone à l'endroit où elles les piqûrent, et c'est un phéromone d'agressivité. Et donc, du coup, les autres vont venir piquer au même endroit. Donc, dès que tu te fais piquer, en fait, il faut partir très vite, quoi. Voilà. Ok, donc derrière, c'est pas dangereux et devant, Ouais. laisser 50 mètres. Donc quand on voit les ruches qui sont orientées vers les chemins à genre 3 mètres du chemin... Ah, bah, c'est même pas légal. Ouais, c'est encadré, ça. Mais ouais, alors, c'est quand même dangereux de passer juste derrière une ruche, tu vois. Mais disons, il y a carrément moins de risques. Tu diminues par 90% ton risque de te faire piquer si tu passes derrière, quoi. Voilà. Et en termes de productivité, du coup, de miel, est-ce que tu fais ça juste pour le plaisir? Ou est-ce que tu voudras qu'on mette un lien si jamais il y a des gens qui sont intéressés? Alors non, moi je fais pas de commerce du tout. Ok. C'est vraiment du don à la famille, ce genre de choses. Donc je fais Moi, j'avais eu l'occasion de le goûter. De goûter, en plus, ouais. c'est super stylé parce que du coup, il y a le nom de ses enfants Ouais. sur les pots de miel. Ok. Ouais, du des coup, fois j'ai des personnes qui me donnent un peu d'argent. Et du coup, j'avais trouvé c'est ça, pour mes super enfants. stylé. Tu vois, ça leur fait une Ouais, dédicace, ça fait ça un leur fait une petit- dédicace aux enfants. et Ouais, tout. ouais. C'est chouette. C'est cool. Eh ben, écoute, on va pouvoir clôturer là-dessus. Je pense qu'on te réinvitera hein, parce qu'il y a Bah, avec plaisir. beaucoup de sujets à développer. Ouais. Pour terminer, quelle serait ta phrase philosophique de vie? Est-ce que tu aurais une phrase courte qui résume un peu ta philosophie de vie? Non, j'ai pas de phrase. Non, j'ai Ou pas un de mot. phrase. Non, mais ouais, dire plutôt qu'on est. Faut être heureux dans la vie qu'on a, et pas forcément espérer plus, mais se satisfaire de ce qu'on a. Ok, très bien. Eh bien les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé pour ce podcast. On espère que vous avez passé un agréable moment à nous écouter. Nous c'était génial, je me suis régalé. Ouais, C'était c'était génial. cool. Et écoute, on te réinvitera si tu veux bien revenir Avec On nous plaisir. voir. mettra du coup tes liens Ouais. en On description. mettra marche. tout. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à aller faire vos fameux. Allez, à plus.